Et si la limite cosmique la mieux mesurée de la physique n'était pas une interdiction, mais une condition mal comprise? Et si voyager 10 fois plus vite que la lumière ne signifiait pas briser une loi, mais apprendre à la contourner? Depuis plus d'un siècle, la vitesse de la lumière structure notre compréhension de l'univers. Elle fixe la relation entre l'espace et le temps, détermine la causalité et impose un cadre précis à toute tentative de déplacement. Chaque expérience, chaque mesure, chaque observation astrophysique a confirmé sa constance avec une rigueur remarquable. Pourtant, au cœur même de ces confirmations subsistent des zones d'interprétation que la théorie n'épuise pas entièrement. La relativité n'interdit pas toute forme de voyage plus rapide que la lumière. Elle interdit qu'un objet local, doté d'une masse, accélère à travers l'espace au-delà de cette limite. Cette distinction, souvent négligée, ouvre un champ conceptuel inattendu. Si le mouvement n'est pas local, si ce n'est pas l'objet qui traverse l'espace, mais l'espace qui se reconfigure autour de lui, les équations ne se ferment plus aussi strictement. Ces dernières années, des physiciens ont revisité des solutions mathématiques longtemps considérées comme purement spéculatives. En les confrontant à des contraintes énergétiques réalistes, à la physique du vide quantique et à des effets mesurés en laboratoire, ils ont esquissé un cadre nouveau. Dans ce cadre, un trajet interstellaire pourrait être raccourci non pas en violant la vitesse de la lumière, mais en modifiant la géométrie même du trajet. Ce changement de perspective ne promet pas une technologie imminente. Il propose quelque chose de plus discret et plus profond, une reformulation de ce que signifie se déplacer dans l'univers. Mais une question demeure, précise et incontournable: jusqu'où cette reformulation peut-elle rester compatible avec les lois que nous avons déjà vérifiées? Ces propriétés ne sont pas de simples curiosités. Elles sont testées indirectement par l'observation des ondes gravitationnelles, par la précision des trajectoires de planétaires et par les corrections relativistes indispensables au fonctionnement des systèmes de navigation. La géométrie de l'espace-temps n'est pas une abstraction gratuite. Elle a des effets mesurables. C'est précisément dans cette géométrie que certaines solutions mathématiques inattendues apparaissent. Dès les années 1930, les équations de la relativité générale admettent des configurations où deux régions éloignées de l'espace-temps sont reliées par un raccourci topologique. Ces solutions, souvent qualifiées de ponts ou de tunnels, ne sont pas conçues pour le voyage pratique. Elles émergent comme des possibilités formelles, instables et rapidement considérées comme irréalistes. Pendant des décennies, ces solutions restent confinées aux marges de la théorie. Elles sont intéressantes d'un point de vue mathématique, mais semblent violer des conditions physiques raisonnables, comme la stabilité ou l'énergie positive. La plupart des physiciens les rangent du côté des curiosités. Pourtant, à mesure que la compréhension du vide quantique progresse, Storsacro- certaines de ces objections sont réévaluées. Le vide n'est plus considéré comme un simple néant. Il possède une structure, des fluctuations mesurables et une énergie minimale qui peut produire des effets observables. Dans des conditions contrôlées, des régions de vide peuvent présenter des densités d'énergie effectives négatives par rapport à un état de référence. Ces effets, bien que minuscules, sont réels. Ils montrent que certaines hypothèses autrefois considérées comme absolues doivent être nuancées. La condition d'énergie positive, par exemple, n'est pas universellement valide à toutes les échelles. Elle reste globalement respectée, mais localement violable sur de courtes durées et de petites distances. C'est dans cet espace conceptuel que de nouvelles approches du déplacement émergent. L'idée n'est pas de pousser un vaisseau au-delà d'une limite interdite, mais de créer une configuration de l'espace-temps dans laquelle le trajet est raccourci. Pour un observateur externe, la distance parcourue reste immense. Pour l'occupant du système, le déplacement local est modeste et respecte toutes les contraintes relativistes. Dans cette perspective, parler de vitesse devient trompeur. Il ne s'agit plus d'une vitesse mesurée par rapport à un espace fixe, mais d'une efficacité de trajet dans un espace dynamique. Un objet peut arriver à destination en un temps arbitrairement court, sans jamais dépasser localement la vitesse de la lumière, simplement parce que l'espace entre le départ et l'arrivée a été reconfiguré. Cette idée, longtemps cantonnée à la science-fiction, a désormais une formulation mathématique précise. Elle repose sur des métriques exactes de l'espace-temps qui satisfont les équations d'Einstein sous certaines conditions. Ces métriques décrivent des régions contractées à l'avant d'un système et étirées à l'arrière, produisant un effet de transport sans accélération locale extrême. Mais ces premières de formulation se heurtent à un obstacle majeur, l'énergie requise. Les calculs initiaux indiquent des besoins énergétiques dépassant de loin toute ressource concevable,
parfois équivalent à la masse-énergie de planètes entières. À ce stade, l'idée semble physiquement hors d'atteinte, même si elle n'est pas mathématiquement interdite. C'est ici que le débat change subtilement de nature. La question n'est plus de savoir si un tel déplacement viole les lois connues, mais s'il existe des configurations plus efficaces, moins coûteuses ou encore inconnues, compatibles avec les contraintes expérimentales actuelles. La physique n'a pas clos le dossier, elle a simplement établi les règles du jeu. Et une règle ressort avec insistance. Toute tentative de déplacement effectif plus rapide que la lumière doit s'appuyer sur la structure même de l'espace-temps, pas sur la propulsion classique. Mais cette structure est-elle suffisamment flexible pour permettre des trajets 10 fois plus rapides que la lumière sans provoquer d'instabilité catastrophique ou de paradoxes causaux? Cette question ouvre directement sur l'examen des modèles de distorsion de l'espace et sur la manière dont ils ont été progressivement révisés pour devenir moins extravagants, mais aussi plus contraignants. La vitesse de la lumière n'a pas toujours occupé la place centrale qu'on lui attribue aujourd'hui. Avant le XXe siècle, elle était une grandeur parmi d'autres, difficile à mesurer, perçue surtout comme une propriété de la propagation lumineuse. Les premières tentatives de mesure de Rømer à Fizeau cherchaient à estimer un chiffre, pas à identifier une limite fondamentale. Ce n'est qu'avec l'électromagnétisme de Maxwell que la lumière commence à apparaître comme un phénomène profondément lié à la structure de l'espace et du temps. Les équations montrent alors quelque chose d'étrange. La vitesse des ondes électromagnétiques est indépendante du mouvement de la source. Elle semble inscrite dans le tissu même du monde. Cette étrangeté devient un problème expérimental majeur à la fin du XIXe siècle. Les physiciens s'attendent à mesurer des variations de la vitesse de la lumière dues au mouvement de la Terre à travers un hypothétique éther. Or, les expériences échouent systématiquement à détecter cet effet. Ce n'est pas la lumière qui s'adapte au mouvement des observateurs. Ce sont les mesures elles-mêmes qui semblent refuser toute hiérarchie de référentiels. Ce constat, à première vue technique, conduit à une rupture conceptuelle profonde. L'espace et le temps cessent d'être des arrière-plans fixes. Ils deviennent des quantités liées, malléables, dépendantes de l'état de mouvement. La relativité restreinte formalise cette rupture avec une précision mathématique implacable. Elle ne se contente pas d'énoncer que la vitesse de la lumière est constante. Elle impose que toutes les lois de la physique aient la même forme dans tous les référentiels inertiels. Cette exigence force des conséquences contre-intuitives, la dilatation du temps, la contraction des longueurs et l'équivalence entre masse et énergie. Ces effets ne sont pas des artifices théoriques. Ils sont mesurés quotidiennement, depuis les horloges atomiques embarquées sur des satellites jusqu'aux particules instables produites dans les accélérateurs. Dans ce cadre, dépasser la vitesse de la lumière semble strictement impossible. Plus un objet massif accélère, plus son énergie cinétique augmente rapidement. À mesure que sa vitesse approche celle de la lumière, l'énergie requise tend vers l'infini. Ce n'est pas une limite technologique, mais une divergence mathématique. Aucun moteur, aussi puissant soit-il, ne peut fournir une énergie infinie. Cette conclusion paraît définitive, et elle l'est pour tout déplacement local à travers l'espace. Mais la relativité contient une subtilité essentielle. Elle limite la vitesse à laquelle une information, une particule ou une influence causale peut se propager localement. Elle ne fixe pas de borne universelle à la manière dont l'espace lui-même peut évoluer. Cette distinction est déjà visible dans l'expansion cosmique. Des galaxies très lointaines s'éloignent les unes des autres à des vitesses effectives supérieures à celles de la lumière sans violer aucune loi. Ce ne sont pas les galaxies qui traversent l'espace à une vitesse interdite, c'est l'espace entre elles qui s'étire. Cette observation, solidement établie, montre que la relativité générale autorise des dynamiques de l'espace qui, vues naïvement, ressemblent à un dépassement de la vitesse de la lumière. La clé réside dans le mot « local ». À petite échelle, dans un voisinage immédiat, aucune information ne dépasse la limite. À grande échelle, la géométrie globale peut évoluer de manière beaucoup plus libre. La relativité générale pousse cette logique encore plus loin. Elle ne traite plus la gravité comme une force, mais comme une courbure de l'espace-temps produite par l'énergie et la masse. Les trajectoires des objets ne sont plus imposées par une interaction mystérieuse, mais par la géométrie dans laquelle ils se déplacent. Un satellite en orbite ne subit pas une force au sens classique. Il suit la trajectoire la plus droite possible dans un espace courbé. Dans ce cadre géométrique, la notion de distance devient elle-même flexible. Deux points peuvent être proches ou éloignés non seulement par leur séparation spatiale, mais par la manière dont l'espace est courbé entre eux.
Les trous noirs en offrent un exemple extrême. À proximité de leur horizon, les distances et les durées se déforment au point que des événements qui semblent lointains pour un observateur extérieur deviennent accessibles en un temps fini pour un observateur local. Cependant, ces inégalités dépendent du type de champ, de la géométrie et de l'état quantique considéré. Elles ne sont pas universelles au sens simple. Certaines analyses suggèrent que des configurations dynamiques, oscillantes ou distribuées spatialement de manière non triviale pourraient contourner les formes les plus restrictives de ces limites. Rien n'est démontré, mais rien n'est interdit non plus. Un autre obstacle majeur concerne la stabilité. Une distorsion de l'espace-temps n'est pas un objet statique posé dans un vide passif. Elle interagit avec les champs environnants, avec la matière et avec les fluctuations quantiques. Des calculs montrent que certaines configurations sont instables, se désagrégeant rapidement ou produisant des effets secondaires violents. D'autres semblent plus robustes, du moins sur le papier. La stabilité devient un critère aussi important que l'énergie requise. La causalité constitue un troisième front de difficulté. Si un trajet effectif plus rapide que la lumière est possible, même sans violation locale, des paradoxes temporels peuvent apparaître dans certains référentiels. Des événements pourraient être perçus comme se produisant avant leur cause. La relativité est extrêmement sensible à ces questions. De nombreuses analyses montrent que certaines configurations de distorsion pourraient être utilisées, en principe, pour créer des boucles temporelles fermées. Face à ce risque, des physiciens invoquent des mécanismes de protection. L'un d'eux est l'idée que la nature empêche systématiquement la formation de paradoxes macroscopiques, soit par des instabilités, soit par des contraintes encore inconnues. Cette hypothèse n'est pas une loi établie, mais une conjecture fondée sur l'absence totale d'observation de violations causales à grande échelle. Si elle est correcte, elle pourrait imposer des limites sévères à toute technologie de distorsion. C'est dans ce contexte complexe que des travaux récents proposent une reformulation subtile du problème. Au lieu de viser des vitesses arbitrairement grandes, ils se concentrent sur des gains modestes mais significatifs. Une vitesse effective 10 fois supérieure à celle de la lumière, par exemple, n'exige pas nécessairement une distorsion extrême. Elle peut être obtenue avec des géométries plus douces, réparties sur des volumes plus grands, réduisant ainsi les densités d'énergie nécessaires. Dans ces modèles, la distorsion n'est pas une bulle compacte et intense, mais une structure étendue, avec des gradients plus faibles. L'analogie n'est pas celle d'un projectile, mais celle d'un courant lent mais constant qui modifie progressivement la distance parcourue. Les calculs montrent que, dans certains cas, la quantité totale d'énergie requise pourrait tomber à des niveaux encore inconcevables technologiquement, mais conceptuellement compatibles avec des sources astrophysiques ou des processus avancés. Cette approche a une autre conséquence importante. Elle réduit les effets secondaires violents, comme les champs gravitationnels extrêmes aux frontières de la distorsion. Ces effets, dans les modèles initiaux, auraient détruit toute matière entrant ou sortant de la région. En adoucissant la géométrie, on réduit ces gradients et on améliore la compatibilité avec une structure matérielle. Cependant, ces résultats restent théoriques. Ils reposent sur des hypothèses idéalisées, des distributions d'énergie parfaites et des contrôles géométriques extrêmement précis. Aucune méthode connue ne permet de manipuler l'espace-temps avec une telle finesse. La physique des matériaux, la production d'énergie et la stabilisation quantique sont autant de domaines où les lacunes sont immenses. Malgré cela, un changement de ton est perceptible dans la littérature scientifique. Le discours n'est plus exclusivement négatif. Il ne s'agit plus seulement de montrer pourquoi cela ne peut pas fonctionner, mais d'identifier exactement quelles conditions seraient nécessaires pour que cela fonctionne. Cette différence est subtile, mais elle marque une évolution réelle. À ce stade, une question se détache clairement. Si une distorsion modérée peut produire une vitesse effective 10 fois supérieure à celle de la lumière, comment pourrait-on détecter, à petite échelle, les signatures physiques d'une telle géométrie ? Avant même d'envisager un déplacement macroscopique, la physique doit répondre à une interrogation plus immédiate. Existe-t-il des moyens expérimentaux, même indirects, de tester ces idées dans des conditions contrôlées ? L'idée de distordre l'espace pour se déplacer efficacement n'est pas née d'une spéculation vague, mais d'une solution exacte des équations de la relativité générale. Dans les années 1990, un physicien formalise une métrique où une région d'espace-temps se contracte devant un objet et s'étend derrière lui, créant une sorte de vague géométrique. À l'intérieur de cette configuration, un observateur ne ressent aucune accélération extrême.
Localement, rien ne dépasse la vitesse de la lumière. Globalement, cependant, la distance entre le point de départ et le point d'arrivée est parcourue en un temps arbitrairement court. Ce n'est pas un moteur au sens classique, mais une manipulation de la géométrie elle-même. Cette proposition a immédiatement attiré l'attention, non parce qu'elle promettait une technologie imminente, mais parce qu'elle respectait formellement les lois connues. Elle ne violait ni la relativité restreinte, ni la relativité générale. Elle exploitait leurs marges. Pourtant, dès les premiers calculs, un problème écrasant apparaît. La densité d'énergie requise pour soutenir une telle distorsion est négative sur de vastes régions, et sa magnitude est immense. Les estimations initiales suggèrent une énergie équivalente à la masse de Jupiter concentrée dans une structure microscopique. À ce niveau, la solution devient physiquement absurde même si elle reste mathématiquement valide. Pendant plusieurs années, cette conclusion domine le débat. La métrique existe, mais elle est inutilisable. Elle sert surtout d'outil pédagogique pour illustrer la flexibilité théorique de l'espace-temps. Cependant, comme souvent en physique, une idée n'est jamais définitivement écartée tant que ses hypothèses peuvent être réexaminées. Les premières estimations reposaient sur des choix géométriques simples, presque naïfs, destinés à démontrer l'existence de la solution plutôt qu'à l'optimiser. À mesure que les outils mathématiques se raffinent, des chercheurs commencent à explorer des variantes. Ils modifient la forme de la distorsion, sa distribution spatiale et la manière dont l'énergie est concentrée. Ces ajustements ne changent pas la nature fondamentale du mécanisme, mais ils réduisent considérablement les exigences énergétiques. Dans certains modèles, la quantité d'énergie négative requise diminue de plusieurs ordres de grandeur. Elle reste énorme à l'échelle humaine, mais elle n'est plus comparable à celle d'une planète. Ce glissement est important. Il transforme une impossibilité pratique absolue en un problème d'ingénierie théorique extrême. La question n'est plus cela viole-t-il les lois connues, mais existe-t-il une configuration encore plus efficace? Cette nuance change la manière dont la communauté scientifique aborde le sujet. Le modèle n'est plus rejeté, mais placé dans une catégorie intermédiaire entre le possible lointain et l'improbable. Un autre point critique concerne la nature même de l'énergie négative. Dans la physique classique, l'énergie est toujours positive. Elle peut être stockée, transférée, dissipée, mais jamais négative. Pourtant, la mécanique quantique introduit des subtilités. Le vide quantique n'est pas un état de zéro absolu. Il est traversé par des fluctuations permanentes, des paires de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent. Dans certaines configurations, ces fluctuations produisent des effets mesurables qui se comportent comme des densités d'énergie négative par rapport à un état de référence. L'effet Casimir est l'exemple le plus souvent cité. Deux plaques conductrices très proches modifient les modes de fluctuation du champ électromagnétique entre elles. Cette modification se traduit par une force mesurable qui attire les plaques l'une vers l'autre. Mathématiquement, la région entre les plaques possède une énergie plus basse que le vide environnant. Ce n'est pas une énergie négative absolue, mais une énergie négative relative, suffisante pour produire un effet physique réel. Ces phénomènes sont minuscules. Ils ne fournissent pas directement les quantités d'énergie requises pour une distorsion macroscopique de l'espace-temps. Mais ils démontrent un point crucial, les conditions d'énergie imposées par la physique classique ne sont pas inviolables à toutes les échelles. Des violations locales, temporaires et contrôlées existent déjà dans la nature. La question devient alors de savoir si ces effets peuvent être amplifiés, combinés ou exploités dans des configurations encore inconnues. Les physiciens abordent cette question avec prudence. La mécanique quantique impose ses propres contraintes, appelées inégalités quantiques. Elle limite la durée et l'intensité des régions d'énergie négative. Plus la densité négative est grande, plus sa durée doit être courte. Ces contraintes semblent empêcher l'accumulation d'énergie négative à grande échelle de manière stable. À première vue, elles condamnent toute tentative de distorsion prolongée. C'est ici que la question de l'ingénierie entre en jeu, non pas comme une promesse, mais comme une contrainte conceptuelle. Pour qu'une distorsion spatiale devienne un moyen de transport, il ne suffit pas qu'elle soit mathématiquement autorisée. Il faut qu'elle soit contrôlable, stable, reproductible et compatible avec la matière ordinaire. Chacun de ces critères introduit des défis distincts. Le contrôle d'abord. Modifier la géométrie de l'espace-temps implique de manipuler des distributions d'énergie avec une précision extrême. La moindre asymétrie pourrait produire des forces gravitationnelles destructrices. Les modèles idéalisés supposent un contrôle parfait, mais la réalité physique est toujours bruitée. Les fluctuations quantiques,
Les imperfections matérielles et les perturbations externes compliquent toute tentative de stabilisation. La stabilité, ensuite. Une distorsion prolongée doit résister aux rétroactions qu'elle engendre. Les champs qui traversent la région distordue interagissent avec elle, pouvant amplifier ou atténuer la courbure. Certaines analyses montrent que des instabilités exponentielles peuvent apparaître, détruisant rapidement la configuration initiale. Identifier des géométries intrinsèquement stables est un problème ouvert. La compatibilité avec la matière ordinaire est un troisième obstacle. Les premières versions des modèles de distorsion impliquent des gradients gravitationnels si forts, aux frontières, que toute structure matérielle serait disloquée. Les révisions plus récentes atténuent ces gradients, mais il reste à démontrer qu'un objet complexe, composé de particules liées par des forces électromagnétiques et nucléaires, pourrait traverser une telle région sans subir de dommages irréversibles. Ces considérations ramènent la discussion à une distinction cruciale. Parler de voyage 10 fois plus rapide que la lumière ne signifie pas nécessairement un déplacement instantané ou arbitraire. Il s'agit d'un gain d'efficacité mesuré comparé à un trajet inertiel classique. À l'échelle interstellaire, même un facteur 10 change radicalement les perspectives. Un voyage vers une étoile distante de 40 années-lumière pourrait, en principe, être réduit à quelques années, sans violer localement aucune limite fondamentale. Cette perspective explique pourquoi la communauté scientifique aborde le sujet avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Le scepticisme est justifié par l'ampleur des obstacles. La curiosité est alimentée par le fait que rien, jusqu'à présent, n'a produit une contradiction logique définitive. Les lois connues semblent laisser une porte entr'ouverte, étroite mais réelle. Il est important de noter que cette discussion ne se déroule pas en vase clos. Elle interagit avec d'autres domaines de recherche fondamentale. Les tentatives d'unification de la relativité générale et de la mécanique quantique, par exemple, pourraient modifier profondément notre compréhension de l'espace-temps à très petite échelle. Certaines approches suggèrent que la géométrie n'est pas continue mais granulaire, ce qui pourrait imposer des limites ou offrir de nouvelles possibilités de manipulation. De même, la cosmologie fournit un laboratoire naturel. L'univers primitif a connu des phases où la géométrie évoluait de manière extrême. L'inflation cosmique, par exemple, implique une expansion rapide de l'espace sur des durées très courtes. Bien que ce phénomène soit distinct d'un mécanisme de transport, il montre que des régimes de dynamique spatiale radicale ont existé. Comprendre ces régimes pourrait éclairer les conditions nécessaires à une distorsion contrôlée. À mesure que ces liens se précisent, une idée émerge avec plus de clarté. La question n'est pas simplement peut-on voyager plus vite que la lumière, mais quelle forme de mouvement l'univers autorise-t-il lorsque l'on cesse de penser l'espace comme un décor passif ? Cette reformulation déplace le débat du spectaculaire vers le structurel. Les propositions récentes évoquant des vitesses effectives 10 fois supérieures à celles de la lumière s'inscrivent dans cette logique. Elles ne promettent pas une rupture brutale avec la physique connue. Elles exploitent ces marges, ces zones encore peu explorées. Elles exigent une précision conceptuelle extrême et une humilité méthodologique. Chaque hypothèse doit être testée contre les contraintes expérimentales les plus strictes. À ce stade, la recherche n'a pas produit de preuves directes, ni de prototypes, ni même de plans technologiques crédibles. Ce qu'elle a produit, en revanche, est un cadre plus précis pour poser les bonnes questions. Et parmi ces questions, l'une devient centrale. Si une distorsion modérée et stable est théoriquement possible, quelles seraient ses conséquences observables sur un trajet réel, sur les horloges, sur les signaux et sur la causalité elle-même ? Car toute tentative de raccourcir l'espace n'affecterait pas seulement la distance, mais la structure même du temps associé au mouvement. Tester expérimentalement une distorsion de l'espace-temps capable de raccourcir un trajet semble, à première vue, hors de portée. Les énergies impliquées dépassent de loin celles accessibles au laboratoire, et la géométrie elle-même paraît trop subtile pour laisser une trace mesurable. Pourtant, la physique avance rarement par démonstration directe. Elle progresse par signature indirecte, par effet secondaire, par écart infime entre ce que les modèles prédisent et ce que les instruments enregistrent. C'est dans cet esprit que la question des tests expérimentaux a été reformulée. La première approche consiste à abandonner l'idée d'une distorsion complète et macroscopique pour se concentrer sur des analogues à petite échelle. Dans plusieurs domaines de la physique, des systèmes très différents obéissent à des équations mathématiques similaires. Cette correspondance permet de simuler certains aspects de la relativité générale dans des milieux contrôlés, des fluides en écoulement, des condensats quantiques
où des structures optiques peuvent reproduire, de manière effective, des horizons, des courbures et des variations de métrique. Dans ces systèmes analogues, il est possible de créer des régions où la propagation d'ondes est modifiée de façon directionnelle. Une onde peut être ralentie dans une zone, accélérée dans une autre, non pas en changeant sa vitesse fondamentale, mais en modifiant le milieu qu'elle traverse. Ces expériences ne prouvent pas qu'une distorsion spatiale réelle est réalisable, mais elles permettent de tester la stabilité mathématique des modèles et de vérifier si des comportements imprévus émergent. Un autre axe de recherche se concentre sur la mesure ultra précise du temps et de la distance. Les horloges atomiques modernes atteignent une précision telle qu'elles peuvent détecter des variations de potentiel gravitationnel sur des différences d'altitude de quelques centimètres. Si une distorsion locale, même extrêmement faible, modifie la métrique de l'espace-temps, elle devrait laisser une signature temporelle mesurable. L'idée n'est pas de créer une distorsion volontaire, mais de chercher des anomalies dans des environnements où des champs intenses ou des configurations énergétiques inhabituelles sont déjà présents. Les lasers de haute puissance offrent un terrain d'exploration particulier. Lorsqu'un champ électromagnétique devient extrêmement intense, il modifie le comportement du vide quantique. Des effets non linéaires apparaissent, dans lesquels le vide se comporte comme un milieu optique. Certains calculs suggèrent que, dans ces conditions, des micro-variations de la propagation de la lumière pourraient être interprétées comme des modifications effectives de la métrique. Mesurer ces effets exige une précision extrême, mais les technologies nécessaires sont déjà en développement. Les ondes gravitationnelles constituent une autre source d'informations indirectes. Elles sont des perturbations mesurables de l'espace-temps lui-même, produites par des événements astrophysiques violents. Leur détection a confirmé avec une précision remarquable les prédictions de la relativité générale. Mais au-delà de cette confirmation, l'analyse fine de leur propagation pourrait révéler des écarts subtils. Si certaines théories modifiant la géométrie de l'espace-temps à petite échelle sont correctes, elles pourraient influencer la dispersion ou la polarisation de ces ondes sur de très longues distances. Ces recherches ne cherchent pas explicitement une technologie de transport. Elles testent la flexibilité réelle de l'espace-temps. Elles interrogent la question suivante: la géométrie de l'univers est-elle aussi rigide que les équations standards le suggèrent, ou existe-t-il des régimes encore inexplorés où des comportements nouveaux émergent? Un autre domaine clé est celui de l'énergie du vide. Si des régions d'énergie négative relative peuvent être produites et contrôlées, même brièvement, elles pourraient servir de banc d'essai pour des modèles de distorsion. Des expériences de plus en plus sophistiquées explorent les limites de ces effets, en cherchant à maximiser leur amplitude tout en respectant les contraintes quantiques. Chaque amélioration, même marginale, fournit des données cruciales pour affiner les modèles théoriques. Il faut cependant souligner une limite fondamentale de ces approches. Une signature indirecte, même convaincante, ne prouve pas qu'un déplacement macroscopique est possible. Elle indique seulement que certains ingrédients théoriques ne sont pas totalement fictifs. La prudence est essentielle. L'histoire de la physique regorge d'effets réels qui, malgré leur validité, ne se traduisent jamais en application à grande échelle. Ces considérations montrent que la distorsion de l'espace n'est pas un simple raccourci abstrait. C'est un phénomène global qui affecte tout ce qui traverse la région concernée. Chaque champ, chaque particule, chaque interaction est influencée par la géométrie. Cela rend l'ingénierie théorique extraordinairement complexe, mais cela fournit aussi des points d'ancrage pour l'observation. À ce stade, il devient clair que la notion de vitesse doit être reformulée avec encore plus de précision. Dans un cadre de distorsion, parler de kilomètres par seconde n'a plus beaucoup de sens. Ce qui compte, c'est la durée propre du trajet et la relation entre cette durée et celle mesurée par des observateurs éloignés. Une vitesse effective 10 fois supérieure à celle de la lumière signifie que, pour un même intervalle de temps externe, la distance parcourue est 10 fois plus grande que celle d'un signal lumineux suivant une trajectoire classique. Cette définition a l'avantage d'être opérationnelle. Elle peut être testée en comparant des horloges et des signaux. Elle évite les ambiguïtés liées à la notion de mouvement local. Elle permet aussi de fixer des objectifs réalistes. Un facteur 10 est spectaculaire à l'échelle cosmique, mais il reste suffisamment modéré pour éviter certaines divergences extrêmes des modèles initiaux. Il faut cependant souligner que même ce facteur reste immense en termes d'exigences physiques. Les sources d'énergie nécessaires, bien que réduites dans les modèles optimisés, restent hors de portée de toute technologie connue. Les structures de contrôle requises impliquent une maîtrise de la gravitation et du vide quantique qui dépasse de loin nos capacités actuelles. Rien n'indique que ces obstacles seront surmontés à court ou moyen terme.
Pourtant, l'histoire de la physique montre que des concepts longtemps considérés comme purement théoriques finissent parfois par trouver une application imprévue. L'énergie nucléaire, les lasers et même les satellites reposaient sur des idées qui semblaient, à leur époque, éloignées de toute réalisation pratique. La différence ici est l'échelle. Les phénomènes en jeu touchent à la structure même de l'espace-temps, ce qui rend toute extrapolation prudente. C'est pourquoi une partie importante de la recherche se concentre sur des objectifs intermédiaires. Il ne s'agit pas de construire un moyen de transport, mais de comprendre si l'espace-temps peut être manipulé de manière contrôlée, même faiblement. Une variation mesurable, reproductible et conforme aux prédictions serait déjà une avancée majeure. Elle confirmerait que la géométrie n'est pas seulement déterminée par des masses astronomiques, mais qu'elle peut être influencée par des configurations énergétiques plus subtiles. Ces travaux ont aussi une valeur conceptuelle indépendante. Ils obligent à préciser ce que l'on entend par limite fondamentale. La vitesse de la lumière reste une borne locale absolue. Rien dans ces modèles ne la remet en cause. Ce qui est remis en question, c'est l'idée implicite que cette borne limite nécessairement toute forme de déplacement global. La relativité, correctement interprétée, n'impose pas cette conclusion. À mesure que cette distinction devient plus claire, le débat se déplace. Il ne porte plus sur une opposition binaire entre possible et impossible, mais sur un continuum de scénarios, chacun soumis à des contraintes spécifiques. Certains sont clairement exclus. D'autres restent théoriquement ouverts, mais pratiquement inaccessibles. Quelques-uns occupent une zone grise où les lois connues ne suffisent pas à trancher. C'est dans cette zone grise que s'inscrivent les propositions récentes de trajets 10 fois plus rapides que la lumière. Elles ne prétendent pas résoudre tous les problèmes. Elles identifient un régime où plusieurs contraintes majeures peuvent être simultanément atténuées sans être éliminées. Elles fournissent un cadre cohérent pour explorer les conséquences sans promettre une issue certaine. La question qui se pose alors n'est plus seulement technique, elle est épistémologique. Jusqu'où la physique doit-elle explorer des scénarios qui semblent irréalisables, mais qui éclairent les limites mêmes des lois connues? L'étude des distorsions spatiales n'est pas seulement motivée par l'exploration interstellaire. Elle sert aussi de laboratoire conceptuel pour tester la cohérence interne de la relativité, de la mécanique quantique et de leurs tentatives d'unification. En ce sens, même si aucun dispositif de transport ne voit jamais le jour, ces recherches auront joué un rôle crucial. Elles auront forcé les physiciens à examiner les hypothèses implicites qu'ils font sur l'espace, le temps et l'énergie. Elles auront clarifié ce que signifie réellement une limite fondamentale. Et elles auront montré que certaines questions, longtemps considérées comme closes, méritent encore d'être posées sous un angle différent. Mais une interrogation demeure et elle devient de plus en plus précise à mesure que le cadre se resserre. Si l'espace-temps peut être distordu de manière contrôlée, même faiblement, quelles seraient les premières manifestations observables de cette capacité à l'échelle cosmique? Car, avant de transformer le voyage, une telle compréhension transformerait d'abord notre lecture de l'univers lui-même. Toute modification de la géométrie de l'espace implique nécessairement une modification corrélée du temps. Dans la relativité, ces deux dimensions ne sont jamais indépendantes. Elles forment un tissu unique et toute tentative de raccourcir un trajet spatial agit aussi sur les durées mesurées le long de ce trajet. C'est ici que les conséquences deviennent particulièrement subtiles, car le temps n'est pas seulement une coordonnée abstraite. Il structure l'ordre des événements, la synchronisation des horloges et la notion même de cause et d'effet. Dans un déplacement inertiel classique à grande vitesse, les effets temporels sont bien compris. Une horloge embarquée ralentit par rapport à une horloge restée au repos. Ce ralentissement est symétrique et réversible, et il a été mesuré à de nombreuses reprises. Dans un scénario de distorsion spatiale, la situation est différente. L'objet ne se déplace pas rapidement à travers l'espace local. Il reste presque immobile par rapport à son voisinage immédiat. Pourtant, il arrive à destination beaucoup plus tôt que ne le permettrait un trajet inertiel. Cette dissociation entre mouvement local et durée globale soulève des questions nouvelles. Les modèles de distorsion montrent que, pour l'occupant du système, le temps propre peut s'écouler presque normalement. Il n'y a pas nécessairement de dilatation temporelle extrême à l'intérieur de la région protégée. Pour un observateur lointain, en revanche, le trajet semble raccourci de manière spectaculaire. Les horloges externes enregistrent un intervalle bien plus court que celui attendu pour un déplacement classique. Cette asymétrie n'est pas une violation de la relativité. Elle découle directement de la géométrie non triviale du trajet. Mais cette situation devient plus délicate lorsqu'on compare plusieurs référentiels.
Dans certains cadres, l'ordre temporel des événements peut sembler inversé. Un signal envoyé depuis la destination pourrait, dans des conditions particulières, être reçu avant le départ du système, du point de vue d'un observateur donné. Ces scénarios ne sont pas des fantaisies mathématiques gratuites. Ils apparaissent naturellement dans certaines configurations de distorsion, même modérées. Pour éviter ces paradoxes, les modèles doivent satisfaire des contraintes supplémentaires. L'une d'elles est l'exigence que la structure globale de l'espace-temps reste chronologiquement cohérente. Autrement dit, il doit exister une notion d'ordre temporel global qui empêche la formation de boucles fermées. Cette condition n'est pas automatiquement garantie par les équations d'Einstein. Elle doit être imposée par des hypothèses physiques supplémentaires. Certaines analyses suggèrent que les configurations menant à des paradoxes sont intrinsèquement instables. Dès qu'une tentative de violation causale apparaît, des fluctuations quantiques ou des rétroactions gravitationnelles deviennent dominantes et détruisent la distorsion. Cette idée, parfois appelée protection chronologique, n'est pas démontrée, mais elle est cohérente avec l'absence totale d'observation de violations temporelles macroscopiques. Si elle est correcte, elle impose une limite naturelle aux formes de distorsion exploitables. Dans le cadre de vitesse effective modérée, comme un facteur 10 par rapport à la lumière, ces problèmes semblent moins aigus. Les géométries nécessaires sont plus douces et les décalages temporels moins extrêmes. Les calculs montrent que, dans certains cas, il est possible de maintenir un ordre causal global tout en bénéficiant d'un raccourcissement significatif du trajet. Cela ne supprime pas le problème, mais le déplace dans un régime où il devient gérable théoriquement. Cette gestion de la causalité a des conséquences directes sur la transmission d'informations. Un système de transport ne peut pas être isolé de la communication. Des signaux doivent être envoyés, reçus, synchronisés. Toute distorsion de l'espace affecte aussi la propagation des ondes électromagnétiques. Dans certains modèles, la lumière entrant dans la région distordue est redirigée, retardée ou accélérée de manière anisotrope. Ces effets pourraient servir de signature observable, mais ils imposent aussi des contraintes sur la conception d'un trajet cohérent. Un point souvent négligé concerne l'interaction entre la distorsion et le milieu interstellaire. Même l'espace entre les étoiles n'est pas un vide parfait. Il contient des particules, des champs, des radiations. Une modification de la géométrie pourrait concentrer ou raréfier cette matière de manière imprévisible. Des régions de densité accrue pourraient se former aux frontières de la distorsion, créant des chocs ou des émissions de rayonnement. Les modèles les plus récents tentent d'intégrer ces effets pour éviter des conséquences destructrices. À ce niveau, la distinction entre spéculation et science devient délicate. Une hypothèse n'est pas scientifique parce qu'elle est séduisante, mais parce qu'elle est testable, même indirectement. Les modèles de distorsion qui prédisent des effets observables, aussi faibles soient-ils, entrent dans ce cadre. Ceux qui n'offrent aucune signature vérifiable restent du côté de la conjecture pure. Cette exigence de testabilité explique pourquoi la majorité des travaux récents se concentrent sur des régimes modestes. Une distorsion capable de produire une vitesse effective 10 fois supérieure à celle de la lumière est déjà extrême, mais elle reste dans une zone où des effets secondaires pourraient être calculés et comparés à des observations. Des vitesses arbitrairement grandes, en revanche, conduisent souvent à des prédictions incontrôlables ou à des paradoxes manifestes. L'un des enjeux majeurs est de relier ces modèles à des quantités mesurables. Par exemple, comment une distorsion modifie-t-elle la fréquence d'un signal entrant ou sortant ? Quels décalages temporels précis sont attendus ? Comment ces décalages dépendent-ils de la géométrie et de l'énergie impliquée ? Ces questions transforment une idée abstraite en un programme de recherche concret. Ce programme impose une discipline stricte. Chaque paramètre doit être relié à une grandeur physique identifiable. Chaque approximation doit être explicitée. La tentation de glisser vers des scénarios invérifiables est constante, mais elle est activement combattue par la communauté scientifique. C'est cette rigueur qui distingue l'exploration théorique sérieuse de la spéculation libre. Dans ce contexte, le terme voyager peut être trompeur. Ce qui est réellement exploré, c'est la possibilité de reconfigurer des trajectoires dans un espace dynamique. Le transport n'est qu'une application parmi d'autres. Une maîtrise partielle de la géométrie pourrait avoir des conséquences profondes pour la communication, la synchronisation de systèmes distants et même la mesure du temps à grande échelle. Ces applications potentielles, bien que lointaines, renforcent l'intérêt fondamental de la recherche. Elles montrent que la question n'est pas seulement de rejoindre une étoile plus vite, mais de comprendre si l'espace-temps est un objet passif ou un milieu manipulable.
Cette distinction a des implications philosophiques autant que physiques. À mesure que les données observationnelles s'accumulent, certaines possibilités se ferment, d'autres restent ouvertes. La physique progresse souvent de cette manière, par élimination progressive plutôt que par confirmation spectaculaire. Dans le cas des distorsions spatiales, aucune observation n'a encore imposé une contradiction définitive. Mais aucune n'a non plus fourni un indice clair en faveur d'une manipulabilité avancée de l'espace-temps. Ce constat peut sembler décevant. Il est en réalité caractéristique des domaines où les lois fondamentales sont testées à leurs limites. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, mais elle impose une humilité méthodologique. Elle rappelle que la nature n'est pas tenue de répondre à nos aspirations technologiques. Pourtant, une chose devient de plus en plus évidente. La simple exploration de ces modèles a déjà enrichi notre compréhension de la relativité, du vide quantique et de la causalité. Elle a clarifié ce que signifie réellement une limite fondamentale. Elle a montré que certaines interdictions apparentes sont en réalité des contraintes conditionnelles dépendantes du cadre dans lequel on raisonne. La perspective d'un trajet effectif 10 fois plus rapide que la lumière n'est donc ni une promesse ni une illusion. C'est un point de référence conceptuel. Il marque une frontière entre ce que les lois connues excluent clairement et ce qu'elles laissent, au moins formellement, ouvert. Cette frontière est étroite, mais elle est précisément définie. La question qui s'impose alors, naturellement, est celle de l'avenir de cette recherche. Comment évoluera-t-elle à mesure que les théories de la gravitation quantique se préciseront? Les contraintes actuelles seront-elles renforcées ou assouplies par une description plus fondamentale de l'espace-temps? Et surtout, les idées aujourd'hui explorées comme des limites théoriques resteront-elles confinées à ce rôle ou deviendront-elles des outils pour penser l'univers d'une manière radicalement nouvelle? À l'échelle cosmique, la géométrie de l'espace-temps n'est pas une abstraction lointaine. Elle façonne directement ce que nous observons. Les trajectoires de la lumière, la durée apparente des événements, la distribution des galaxies et même le bruit de fond cosmologique portent l'empreinte de la structure géométrique globale. Si des distorsions contrôlées, même faibles, étaient possibles en principe, elles auraient des analogues naturels à grande échelle. Chercher ces analogues devient alors une manière indirecte de tester les limites des modèles. L'un des premiers domaines concernés est la propagation de la lumière sur des distances cosmologiques. Les lentilles gravitationnelles, déjà bien documentées, montrent comment des masses massives courbent l'espace et dévient les rayons lumineux. Ces effets sont parfaitement décrits par la relativité générale standard. Mais certaines observations présentent des anomalies subtiles, des décalages temporels inattendus entre images multiples d'une même source, ou des distorsions qui ne correspondent pas exactement à la distribution visible de la matière, suscitent des analyses approfondies. Ces écarts sont généralement attribués à la matière noire ou à des incertitudes observationnelles, mais ils posent une question plus générale. Notre description de la géométrie est-elle complète? La matière noire elle-même peut être vue comme un problème géométrique autant que dynamique. Elle n'est jamais observée directement, mais son influence gravitationnelle est manifeste. Elle modifie les trajectoires sans interagir électromagnétiquement. Certaines approches théoriques suggèrent que ce que nous appelons matière noire pourrait, en partie, refléter une compréhension incomplète de la structure de l'espace-temps à grande échelle. Si cette idée reste spéculative, elle illustre un point important. La géométrie peut masquer ces effets sous des formes inattendues. Un autre terrain d'exploration est l'expansion accélérée de l'univers. L'énergie sombre, invoquée pour expliquer cette accélération, est décrite comme une forme d'énergie du vide à densité presque constante. Elle agit comme une pression négative qui étire l'espace. Là encore, la physique utilise un terme effectif pour décrire un phénomène observé sans en connaître la nature microscopique. Cette situation est conceptuellement proche de celle rencontrée dans les modèles de distorsion spatiale, une géométrie modifiée par une forme d'énergie inhabituelle. L'inflation cosmique fournit un exemple encore plus frappant. Au tout début de l'univers, l'espace aurait connu une phase d'expansion extrêmement rapide, bien plus rapide que la vitesse de la lumière si on la décrit en termes naïfs. Pourtant, cette phase ne viole aucune loi locale. Elle montre que l'espace-temps peut évoluer de manière radicale lorsque les conditions énergétiques sont particulières. Bien que l'inflation et la distorsion contrôlée soient des phénomènes très différents, ils partagent une caractéristique essentielle. Ils exploitent la liberté géométrique de la relativité générale. Ces analogies cosmologiques ne signifient pas que des distorsions locales soient réalisables avec les mêmes mécanismes.
Elle montre toutefois que la physique accepte déjà, dans certains régimes, des comportements de l'espace qui auraient semblé impossibles dans un cadre strictement newtonien. Cette acceptation repose sur des observations solides. Elle incite à la prudence, mais aussi à l'ouverture conceptuelle. Si des distorsions faibles existaient naturellement, elles pourraient se manifester par des signatures statistiques. Par exemple, une anisotropie subtile dans la propagation des signaux à très grande distance, ou une dispersion inattendue des ondes gravitationnelles en fonction de leur fréquence. Détecter de tels effets exige des ensembles de données vastes et une précision extrême. Les instruments actuels commencent à peine à atteindre ces seuils. La recherche de ces signatures n'est pas motivée par la perspective immédiate du transport. Elle vise à tester la cohérence des modèles géométriques. Une anomalie persistante, confirmée indépendamment, obligerait à réexaminer certaines hypothèses de base. Elle pourrait indiquer que l'espace-temps possède des degrés de liberté encore non intégrés dans les équations effectives utilisées aujourd'hui. À mesure que les théories se précisent et que les observations gagnent en précision, certaines possibilités se resserrent. Le cadre devient plus contraint, mais aussi plus clair. La perspective d'un trajet effectif 10 fois plus rapide que la lumière n'apparaît plus comme une provocation, mais comme un test conceptuel rigoureux. Elle oblige à articuler précisément ce que les lois permettent et ce qu'elles excluent. À ce stade, il est raisonnable de conclure que rien n'indique une réalisation prochaine. Aucun laboratoire, aucune technologie, aucun programme expérimental ne s'en approche concrètement. Mais il est tout aussi raisonnable de constater que la physique n'a pas fermé la porte sur le plan théorique. Elle l'a simplement encadrée de conditions strictes, parfois sévères, mais cohérentes. La recherche se trouve donc dans une position particulière. Elle explore une frontière bien définie, sans promesse immédiate, mais avec une valeur explicative profonde. Elle teste la robustesse de nos théories dans des régimes extrêmes, là où les intuitions ordinaires échouent. Elle rappelle que les limites fondamentales ne sont pas toujours des murs, mais souvent des surfaces complexes dépendantes du cadre dans lequel on les aborde. En fin de compte, la question du voyage plus rapide que la lumière n'est peut-être pas la plus importante. La question centrale est de savoir si l'espace-temps est une structure figée ou un système dynamique doté de degrés de liberté encore inexplorés. Si la réponse est la seconde, alors même des avancées modestes pourraient transformer notre compréhension de l'univers. Et c'est précisément cette incertitude, soigneusement encadrée par les faits, qui maintient l'intérêt scientifique. Tant que les équations autorisent des solutions cohérentes, tant que les observations ne les excluent pas, et tant que les hypothèses restent testables, la recherche a une raison de continuer. Non pas pour promettre un futur spectaculaire, mais pour affiner, pas à pas, la frontière entre ce qui est fondamentalement impossible et ce qui reste, au moins en principe, permis par la structure profonde du réel. À long terme, l'évolution de cette recherche dépendra moins d'une percée spectaculaire que d'un patient réagencement des fondations théoriques. Depuis un siècle, la relativité générale décrit l'espace-temps comme une entité continue, lisse, dont la géométrie répond à la distribution de l'énergie et de la matière. Cette description fonctionne remarquablement bien à grande échelle. Mais elle coexiste difficilement avec la mécanique quantique qui décrit le monde en termes discrets, probabilistes et intrinsèquement fluctuants. Toute tentative sérieuse de manipulation de l'espace-temps finit par se heurter à cette tension. Les approches de gravitation quantique cherchent précisément à résoudre ce conflit. Elles proposent que l'espace-temps ne soit pas fondamentalement continu, mais émerge à partir de structures plus élémentaires. Dans certaines formulations, la géométrie n'existe pas en permanence, mais se manifeste statistiquement comme une propriété collective. Si cette vision est correcte, alors la rigidité apparente de l'espace-temps pourrait être une illusion macroscopique. À petite échelle, il pourrait exister des degrés de liberté encore inconnus, susceptibles d'être excités ou contraints. Dans ce cadre, les modèles de distorsion spatiale prennent un sens nouveau. Ils ne seraient plus vus comme des déformations imposées à un continuum rigide, mais comme des configurations particulières d'un substrat plus fondamental. La difficulté ne disparaît pas, mais elle change de nature. Au lieu de manipuler directement la géométrie, il faudrait agir sur les variables sous-jacentes qui donnent naissance à cette géométrie à grande échelle. Cette perspective explique pourquoi certaines contraintes classiques pourraient être reformulées. Les inégalités quantiques, par exemple, reposent sur des hypothèses spécifiques concernant les champs et leur dynamique dans un espace-temps donné. Si cet espace-temps lui-même est émergent, ces hypothèses pourraient être modifiées dans certains régimes extrêmes.
Cela ne signifie pas que tout devient possible, mais que les limites connues pourraient ne pas être universelles. Un autre point clé concerne l'énergie. Dans la physique actuelle, l'énergie est une grandeur conservée et localement définie. Mais dans un cadre quantique gravitationnel, cette notion devient plus subtile. La définition même de l'énergie dépend de la structure globale de l'espace-temps. Certaines approches suggèrent que ce que nous interprétons comme une énergie négative pourrait être une manifestation effective d'un état géométrique particulier plutôt qu'une violation directe d'un principe fondamental. Si ces idées se confirment, elles pourraient fournir un langage plus cohérent pour décrire des distorsions contrôlées. Le problème ne serait plus de produire une énergie exotique au sens classique, mais de préparer l'espace-temps dans un état non trivial. Cette reformulation est profondément spéculative, mais elle montre que le débat est loin d'être clos. Il est important de noter que ces développements ne visent pas prioritairement le voyage. La motivation principale reste la compréhension des lois fondamentales. Le transport n'est qu'un test extrême de ces lois, un cas limite qui révèle leurs incohérences ou leurs zones d'ombre. En ce sens, même une réponse négative définitive serait scientifiquement précieuse. Elle clarifierait ce que l'univers interdit réellement et pourquoi. La prudence reste donc de mise. L'histoire des sciences montre que les extrapolations technologiques à partir de théories fondamentales sont souvent trompeuses. Les lasers, par exemple, ont émergé rapidement une fois les principes compris. D'autres idées, pourtant solidement fondées, n'ont jamais trouvé d'application pratique. La différence tient souvent à des détails imprévisibles de l'ingénierie et des interactions secondaires. Dans le cas des distorsions spatiales, ces détails sont particulièrement redoutables. Ils impliquent la gravitation, la mécanique quantique et la stabilité des structures complexes. Chaque domaine est déjà difficile pris isolément. Leur combinaison multiplie les inconnus. Rien ne garantit que les obstacles identifiés aujourd'hui seront les seuls, ni même les plus sévères. Pourtant, la recherche continue, précisément parce que les enjeux sont fondamentaux. Comprendre si l'espace-temps peut être manipulé, même faiblement, transformerait notre vision de l'univers. Cela affecterait non seulement l'exploration spatiale, mais aussi la manière dont nous concevons la distance, l'ima Fournier-Comsela sommet la simultanéité et la connectivité cosmique. Les implications iraient bien au-delà de la science-fiction. Il est alors possible de situer précisément ce que signifie l'expression « les scientifiques introduisent une nouvelle manière de voyager ». Elle ne désigne pas une invention au sens technologique, elle désigne une réorganisation du cadre conceptuel dans lequel le déplacement est pensé. Ce cadre permet de formuler des hypothèses précises, de les confronter aux lois connues et de déterminer quelles propriétés seraient nécessaires pour qu'un trajet raccourci soit physiquement admissible. Dans ce sens, la nouveauté n'est pas une promesse, mais une méthode. Elle consiste à cesser de poser la question en termes de propulsion et de vitesse, et à la reformuler en termes de géométrie et de durée. Cette reformulation a des conséquences immédiates. Elle élimine certaines impossibilités apparentes et en révèle d'autres, plus profondes. L'une de ces conséquences concerne la notion de contrôle. Dans un espace-temps dynamique, le contrôle n'est pas un simple réglage de paramètres externes. Il implique une interaction permanente avec la géométrie elle-même. Toute tentative de stabilisation doit tenir compte des rétroactions. Une distorsion modifie les champs, ces champs modifient la distorsion, et ce cycle doit converger vers un état stable. Cette exigence est l'une des plus sévères, et elle n'est pas encore satisfaite par les modèles existants. Une autre conséquence touche à la réversibilité. Un trajet utilisable doit permettre un aller et un retour sans accumulation d'effets irréversibles. Or, certaines distorsions produisent des asymétries temporelles ou énergétiques qui compliquent cette réversibilité. Identifier des géométries intrinsèquement réversibles est un problème ouvert, qui mobilise des outils mathématiques avancés. Il faut également considérer la compatibilité avec l'environnement cosmique. À grande échelle, l'univers n'est pas statique. Il s'étend, il est structuré, et il est traversé par des champs de fond. Une distorsion locale ne peut être pensée indépendamment de ce contexte. Les modèles les plus récents tentent d'intégrer ces effets, montrant que certaines configurations idéales deviennent irréalistes dès qu'on les place dans un univers en expansion. Ces difficultés pourraient sembler décourageantes. Elles jouent pourtant un rôle constructif. Elles obligent à préciser ce que l'on cherche réellement. Est-ce un moyen de transport pratique ou un test extrême des théories fondamentales ? Dans la pratique actuelle de la recherche, la seconde motivation domine largement. Le transport sert de fil directeur, mais l'objectif réel est la compréhension. Cette compréhension progresse par itération.
Chaque modèle est affiné, confronté à une nouvelle contrainte, puis soit ajusté, soit abandonné. Ce processus est lent, mais il est caractéristique des domaines où les lois fondamentales sont en jeu. Il n'y a pas de raccourci expérimental simple. La cohérence théorique est la première barrière. À ce stade, il devient possible de formuler une conclusion provisoire, sans la clore. Les lois connues de la physique n'interdisent pas formellement des trajets effectifs plus rapides que la lumière, tant que ces trajets reposent sur une reconfiguration de l'espace-temps et non sur un mouvement local superluminal. Elles imposent cependant des contraintes si sévères que toute réalisation concrète reste hautement spéculative. Cette conclusion n'est ni optimiste ni pessimiste. Elle est descriptive. Elle reflète l'état actuel des connaissances. Elle pourrait être renforcée ou infirmée par de futurs développements, théoriques ou observationnels. C'est précisément cette ouverture qui justifie la poursuite de la recherche. Car au-delà de la question du déplacement, c'est notre compréhension du réel qui est en jeu. Si l'espace-temps peut être manipulé, même faiblement, alors il cesse d'être un simple cadre passif. Il devient un acteur, doté de propriétés exploitables. Cette transformation conceptuelle aurait des conséquences profondes, indépendamment de toute application pratique. Ainsi, lorsque l'on parle aujourd'hui d'une nouvelle manière de voyager, il faut entendre quelque chose de plus abstrait et plus rigoureux. Il s'agit d'une nouvelle manière de penser le mouvement dans un univers où la géométrie n'est pas figée, une manière qui respecte les lois établies tout en explorant leurs marges, une manière qui transforme une limite apparente en une question précise, formulée en termes mesurables et testables. Et c'est là, précisément, que la recherche trouve sa justification, non pas dans la promesse d'un avenir spectaculaire, mais dans la clarification progressive de ce que les lois de la nature autorisent réellement. Tant que cette clarification n'est pas achevée, la question restera ouverte non comme une provocation, mais comme un outil pour sonder la structure la plus profonde de l'univers. À mesure que cette frontière se précise, un dernier déplacement conceptuel s'impose. Il concerne non pas la possibilité technique, mais la signification scientifique d'un tel régime de déplacement. Imaginer un trajet effectif 10 fois plus rapide que la lumière oblige à réévaluer des notions que la physique traite souvent séparément. Distance, durée, interaction et observabilité. Ces notions, dans un espace-temps dynamique, cessent d'être des paramètres indépendants. Elles deviennent des aspects d'une même structure. La distance, par exemple, est généralement définie comme une grandeur géométrique mesurée sur une hypersurface donnée. Dans un espace courbé et évolutif, cette définition n'est plus unique. Il existe plusieurs manières cohérentes de mesurer une séparation, selon la foliation temporelle choisie et selon l'observateur. Un trajet raccourci par distorsion n'est pas simplement plus court. Il est court selon une métrique particulière, construite par la dynamique elle-même. Cette dépendance au cadre n'est pas une faiblesse de la théorie, mais une conséquence directe de la relativité générale. La durée subit une transformation analogue. Dans un déplacement classique, la durée propre du voyageur et la durée mesurée à distance sont reliées par des relations simples, même si elles sont contre-intuitives. Dans un scénario de distorsion, cette relation devient plus riche. Il est possible que la durée propre reste proche de celle d'un observateur au repos, tandis que la durée externe se contracte fortement. Ce n'est pas une anomalie temporelle isolée, c'est l'expression d'une géométrie où les lignes d'univers sont réorganisées. Cette réorganisation affecte aussi les interactions. Les champs électromagnétiques, gravitationnels et quantiques ne traversent pas un espace neutre. Leur propagation dépend de la métrique. Une distorsion modifie donc la manière dont ces champs s'influencent mutuellement. Les équations montrent que des effets de focalisation, de dispersion ou de décalage fréquentiel peuvent apparaître. Ces effets ne sont pas accessoires. Ils constituent des contraintes majeures. Une distorsion utilisable doit rester compatible avec la stabilité des interactions fondamentales. L'observabilité, enfin, devient un critère central. Une distorsion parfaitement indétectable serait, du point de vue scientifique, presque indiscernable d'une reformulation de coordonnées. Pour qu'un modèle ait un contenu physique, il doit produire des effets observables, même faibles. Cela impose une tension permanente entre discrétion et mesurabilité. Trop de discrétion et le modèle devient invérifiable. Trop d'effets et il contredit les observations existantes. Cette tension structure l'ensemble de la recherche. Elle explique pourquoi les scénarios étudiés sont de plus en plus contraints. Chaque paramètre libre est progressivement lié à une conséquence observable.
Chaque simplification est testée contre les données disponibles. Ce processus élimine de nombreuses de possibilités, mais il en clarifie quelques-unes. Un aspect souvent sous-estimé de cette clarification est son impact sur la communication scientifique. Parler de 10 fois la vitesse de la lumière est une approximation volontaire, destinée à donner un ordre de grandeur intuitif. En réalité, la grandeur pertinente n'est pas une vitesse au sens classique. C'est un rapport entre deux durées mesurées dans des cadres distincts pour un même événement de connexion entre deux régions de l'espace-temps. Cette précision n'est pas un détail sémantique. Elle conditionne l'interprétation correcte des résultats. À mesure que ce langage se précise, certaines confusions se dissipent. Il devient clair que rien, dans ces modèles, n'autorise une transmission d'informations arbitrairement rapide dans un cadre local. La causalité locale reste intacte. Les paradoxes apparents naissent uniquement lorsqu'on mélange des descriptions globales et locales sans précaution. Cette distinction, longtemps source de malentendus, est désormais au cœur de l'analyse. Cette clarification a aussi un effet pédagogique. Elle montre que la relativité n'est pas une théorie de la limitation, mais une théorie de la cohérence. Elle n'interdit pas le spectaculaire par principe. Elle impose que tout phénomène, spectaculaire ou non, s'inscrive dans une structure géométrique et causale bien définie. Les scénarios de distorsion sont jugés non sur leur étrangeté, mais sur leur cohérence interne. Il est également important de souligner le rôle de la communauté scientifique dans ce processus. Contrairement à l'image parfois véhiculée, ces idées ne sont pas développées en marge de la recherche établie. Elles font l'objet de débats rigoureux, de critiques détaillées et de révisions constantes. Chaque nouvelle proposition est immédiatement confrontée aux contraintes connues, souvent par des chercheurs indépendants cherchant explicitement à en identifier les failles. Ce mécanisme collectif explique pourquoi certaines idées persistent malgré les difficultés. Elles persistent non parce qu'elles promettent une application séduisante, mais parce qu'elles résistent aux tentatives répétées de réfutation. Cette résistance n'est jamais définitive, mais elle justifie une exploration plus approfondie. Dans cette perspective, l'expression « nouvelle manière de voyager » prend un sens encore plus abstrait. Elle désigne une manière nouvelle de tester les limites des théories plutôt qu'un objectif pratique à atteindre. Le voyage devient un instrument conceptuel, au même titre que les trous noirs ou l'univers primordial. Il sert à explorer des régimes où les lois sont mises à l'épreuve. Ce rôle instrumental explique aussi pourquoi les physiciens insistent sur la précision du langage. Parler de dépasser la vitesse de la lumière est volontairement évité dans les publications techniques. On parle plutôt de raccourcissement de géodésique, de métrique effective ou de temps de transit global. Cette rigueur terminologique n'est pas une question de style. Elle reflète une compréhension plus fine des mécanismes en jeu. À mesure que cette compréhension se diffuse, certaines idées populaires se dissipent. Il devient clair qu'aucun modèle sérieux n'autorise un déplacement arbitraire, instantané ou sans coût. Il devient tout aussi clair que la relativité n'impose pas une immobilité cosmique. Entre ces deux extrêmes existe un espace conceptuel étroit, mais non vide. Ce constat final n'est pas une conclusion fermée. Il est une invitation méthodologique. Il suggère que les prochaines avancées ne viendront pas d'un saut conceptuel isolé, mais d'une convergence progressive entre théorie, observation et expérimentation indirecte. Les progrès seront probablement lents, fragmentaires et difficiles à interpréter. Mais c'est précisément dans ces conditions que la physique a souvent avancé le plus profondément. En explorant des questions dont la réponse n'est pas immédiatement accessible, elle affine ses outils, clarifie ses concepts et découvre parfois des structures inattendues. Même si le voyage effectif plus rapide que la lumière reste à jamais hors de portée, la recherche aura déjà transformé notre compréhension de ce que signifie se déplacer, mesurer et relier des régions éloignées de l'univers. Et tant que cette transformation conceptuelle se poursuit, la question restera ouverte, non comme une promesse technologique, mais comme un miroir tendu à nos théories, révélant à la fois leur puissance et leurs limites. Cette clarification progressive conduit inévitablement à une dernière couche d'analyse, souvent moins visible mais décisive, celle des limites épistémiques de la physique elle-même. Lorsqu'un domaine de recherche s'approche de frontières aussi fondamentales, il ne teste pas seulement des équations ou des hypothèses particulières. Il met à l'épreuve la capacité même des théories actuelles à décrire la réalité sans contradiction interne. Dans le cas des trajets effectifs plus rapides que la lumière, cette mise à l'épreuve est particulièrement nette.
La relativité générale autorise des géométries non triviales. La mécanique quantique impose des contraintes sur l'énergie, la stabilité et les fluctuations. Mais ces deux cadres reposent sur des principes qui ne sont pas formulés dans un langage unifié. Chaque tentative de distorsion contrôlée agit précisément dans la zone où cette incompatibilité devient la plus aiguë. Cela signifie que certaines questions pourraient rester indécidables tant qu'une théorie plus fondamentale n'est pas disponible. Il est possible que la relativité générale, prise isolément, autorise des solutions qui sont en réalité éliminées dès que les effets quantiques et gravitationnels sont correctement intégrés. A l'inverse, il est aussi possible que certaines contraintes actuellement perçues comme absolues soient des artefacts d'un cadre incomplet. Cette ambiguïté ne traduit pas une faiblesse de la science. Elle en est une caractéristique structurelle. Les théories physiques sont toujours valides dans un domaine de conditions bien définies. Lorsqu'on les pousse à leurs limites, elles cessent de fournir des réponses nettes et commencent à produire des tensions internes. Ces tensions sont précisément les signaux qui indiquent où un nouveau cadre est nécessaire. Dans ce contexte, l'intérêt pour des vitesses effectives 10 fois supérieures à celles de la lumière est stratégique. Ce régime est suffisamment extrême pour mettre en évidence les incohérences potentielles, mais pas au point de rendre toute analyse impossible. Il agit comme une loupe conceptuelle. Il amplifie les divergences entre différentes hypothèses fondamentales et permet de les comparer. Par exemple, certaines approches de gravitation quantique prédisent que l'espace-temps possède une structure minimale, une granularité qui empêche toute distorsion continue au-delà d'un certain seuil. Dans ces modèles, les tentatives de raccourcissement extrême de la distance se heurteraient à une sorte de rigidité microscopique. D'autres approches, au contraire, suggèrent que la géométrie émergente peut être reconfigurée de manière plus souple, à condition de respecter des règles statistiques globales. Ces divergences ne sont pas de simples débats philosophiques. Elles conduisent à des prédictions différentes concernant la stabilité des distorsions, la possibilité de les amplifier progressivement et les signatures observables associées. En étudiant un cas limite comme le transport effectif rapide, les physiciens peuvent comparer ces prédictions et identifier celles qui sont compatibles avec les observations existantes. Un autre aspect épistémique concerne le rôle des idéalisations. Les modèles de distorsion reposent souvent sur des symétries parfaites, des distributions d'énergie idéales et des contrôles continus. Dans la réalité physique, aucune de ces conditions n'est strictement satisfaite. La question n'est pas de savoir si les modèles sont irréalistes, mais de déterminer à quel point leurs conclusions dépendent de ces idéalisations. Ce travail de déconstruction est essentiel. Il permet de distinguer les obstacles fondamentaux des obstacles contingents. Un obstacle fondamental ne disparaîtra pas, quelle que soit l'ingéniosité technologique. Un obstacle contingent, en revanche, peut être contourné si le cadre théorique est correct et si de nouvelles techniques deviennent disponibles. Identifier cette différence est l'un des objectifs centraux de la recherche actuelle. À ce stade, il est significatif de constater que les objections les plus sévères aux distorsions spatiales ne reposent pas sur une seule loi clairement violée, mais sur une accumulation de contraintes. Énergie requise, stabilité, causalité, contrôle, compatibilité quantique. Chacune de ces exigences est déjà difficile à satisfaire isolément. Les satisfaire simultanément est ce qui rend le problème si redoutable. Mais cette accumulation a aussi une conséquence positive. Elle rend les conclusions robustes. Lorsqu'un modèle parvient à satisfaire plusieurs de ces contraintes à la fois, même de manière partielle, il acquiert une crédibilité conceptuelle accrue. C'est pourquoi les travaux récents, qui visent des régimes modérés plutôt que des scénarios extrêmes, sont pris au sérieux malgré leur caractère spéculatif. Cette reformulation n'est pas anodine. Elle modifie la hiérarchie des problèmes. Les questions de propulsion, de carburant ou de résistance des matériaux passent au second plan. Les questions centrales deviennent la distribution de l'énergie, la stabilité géométrique et la cohérence causale. Autrement dit, le défi n'est plus mécanique, mais fondamentalement géométrique. Cette géométrisation du déplacement est cohérente avec l'évolution historique de la physique. De nombreuses notions autrefois mécaniques ont été reformulées en termes géométriques. La gravitation en est l'exemple le plus célèbre. Ce type de reformulation a souvent permis des progrès conceptuels majeurs, même lorsque les applications pratiques tardaient à apparaître. Cependant, il faut éviter une extrapolation excessive. Toutes les reformulations géométriques ne conduisent pas à des possibilités nouvelles à grande échelle. Certaines servent uniquement à clarifier des structures existantes. Le défi consiste à déterminer dans quelle catégorie se situe le cas présent.
Pour répondre à cette question, les physiciens examinent attentivement les conséquences inévitables des modèles. Une distorsion spatiale, même modérée, doit laisser des traces. Elle doit affecter la propagation des champs, la synchronisation des horloges et la structure locale du vide. Si ces effets étaient courants ou facilement produits, ils auraient probablement déjà été observés, au moins sous forme d'anomalies inexpliquées. Le fait que ce ne soit pas le cas suggère que, si de telles distorsions sont possibles, elles exigent des conditions extrêmement spécifiques. Cette conclusion renforce l'idée que le mécanisme, même autorisé, est profondément contraint. Il ne s'agit pas d'une liberté générale de l'espace-temps, mais d'un régime exceptionnel, peut-être accessible uniquement dans des contextes très particuliers. Ces contextes pourraient être astrophysiques ou cosmologiques plutôt que technologiques. Certains chercheurs ont exploré l'idée que des configurations naturelles extrêmes, impliquant des champs intenses ou des états particuliers du vide, pourraient produire des effets analogues à petite échelle. Jusqu'à présent, aucune observation ne soutient clairement cette hypothèse, mais elle illustre la diversité des pistes envisagées. Cette diversité montre que la question dépasse largement le cadre du voyage interstellaire. Elle touche à la compréhension de l'univers dans ses régimes les plus extrêmes. Elle oblige à considérer des scénarios où les intuitions ordinaires sur l'espace et le temps cessent d'être fiables. En cela, elle rejoint d'autres domaines de la physique fondamentale, comme l'étude des singularités ou des phases précoces de l'univers. Il est également important de souligner le rôle de la communication scientifique responsable dans ce domaine. Les formulations sensationnalistes peuvent donner l'impression que des percées imminentes sont en cours. En réalité, les avancées sont conceptuelles et progressives. Les publications techniques sont prudentes dans leurs conclusions, insistant sur les hypothèses et les limites. Cette prudence n'est pas une réticence, mais une exigence méthodologique. Dans un paysage médiatique souvent attiré par les annonces spectaculaires, cette nuance peut se perdre. Pourtant, elle est essentielle pour comprendre la véritable nature du progrès scientifique. Une nouvelle manière de voyager ne signifie pas l'ouverture d'une ère technologique nouvelle, mais l'introduction d'un cadre théorique plus riche pour penser le déplacement. À mesure que ce cadre s'affine, il devient de plus en plus clair que la vitesse de la lumière conserve son rôle central. Elle reste la limite locale absolue pour la propagation de l'information et des interactions. Rien dans les modèles sérieux ne remet cela en cause. Ce qui est exploré, c'est la manière dont cette limite s'inscrit dans une géométrie globale dynamique. Cette distinction est parfois difficile à transmettre, mais elle est fondamentale. Elle montre que la relativité n'est pas contournée, mais exploitée dans toute sa profondeur. Les modèles de distorsion ne cherchent pas à violer ces principes, mais à en explorer les conséquences les plus générales. En fin de compte, la question du transport effectif plus rapide que la lumière agit comme un révélateur. Elle révèle la richesse conceptuelle de la relativité générale, la subtilité des contraintes quantiques et la difficulté de leur articulation. Elle révèle aussi la manière dont la science progresse à ses frontières, non par déclaration définitive, mais par une accumulation patiente de résultats partiels. À ce stade de la narration, il devient évident que toute conclusion définitive serait prématurée. Les lois connues autorisent certains scénarios, mais elles les entourent de conditions si strictes que leur réalisation reste hautement spéculative. Cette tension entre autorisation formelle et impossibilité pratique est précisément ce qui rend le sujet scientifiquement intéressant. La suite naturelle de cette exploration consiste alors à se demander non pas si ces trajets seront réalisés, mais ce que leur étude continue d'apporter à la physique. Quels concepts nouveaux émergent de cette confrontation ? Quelles hypothèses implicites sont mises en lumière ? Et comment ces enseignements influencent-ils d'autres domaines de recherche ? Car même si l'univers ne permet jamais un tel mode de déplacement, la tentative de le comprendre aura déjà modifié en profondeur notre manière de penser l'espace, le temps et leurs limites. Et c'est souvent dans ces transformations conceptuelles, plus que dans les applications visibles, que se joue l'héritage durable de la recherche fondamentale. À ce point de l'exploration, il devient nécessaire de replacer cette question dans un cadre encore plus large, celui de la pratique scientifique face aux limites ultimes. Lorsqu'une hypothèse résiste aux réfutations simples mais reste hors de portée expérimentale directe, la science adopte une posture particulière. Elle ne tranche pas. Elle cartographie. Elle identifie précisément ce qui est connu, ce qui est contraint, ce qui est supposé et ce qui demeure ouvert. Le débat sur les trajets effectifs plus rapides que la lumière illustre parfaitement cette posture. Dans ce type de recherche,
Le progrès ne se mesure pas à l'apparition de dispositifs ou de démonstrations spectaculaires, mais à la réduction de l'espace des possibles. Chaque contrainte ajoutée élimine une classe de modèles. Chaque compatibilité démontrée en sauve une autre. Ce processus est lent, parfois frustrant, mais il est cumulatif. Les connaissances acquises ne disparaissent pas, même lorsque certaines pistes sont abandonnées. Il est révélateur que, malgré des décennies de travaux, aucune contradiction interne flagrante n'est émergée entre la relativité générale et l'idée d'un raccourcissement géométrique des trajets. Les contradictions apparaissent lorsqu'on ajoute des exigences supplémentaires: stabilité prolongée, énergie réaliste, compatibilité quantique complète, absence de paradoxes causaux. Ce sont ces exigences combinées qui rendent le scénario si contraignant. Mais aucune d'elles, prise isolément, ne suffit à l'exclure totalement. Cette situation contraste avec d'autres idées autrefois populaires. Certaines propositions de mouvements supraluminiques directs, par exemple, ont été rapidement exclues parce qu'elles violaient explicitement des principes testés expérimentalement. Dans le cas présent, la difficulté est plus subtile. Les lois connues semblent tolérer le mécanisme en principe, tout en le rendant extraordinairement difficile en pratique. Cette distinction entre principe et pratique est essentielle. Elle permet de comprendre pourquoi le sujet continue d'être étudié sans être considéré comme une promesse technologique. En physique fondamentale, un mécanisme peut être jugé intéressant même s'il est irréalisable dès lors qu'il éclaire la structure des lois. Les trous noirs en sont un exemple historique. Longtemps considérés comme des curiosités mathématiques, ils ont joué un rôle central dans le développement de la relativité bien avant toute observation directe. De la même manière, les modèles de distorsion spatiale servent aujourd'hui de banc d'essai conceptuel. Ils permettent de tester la robustesse des notions de causalité, d'énergie et de géométrie. Ils forcent à préciser des concepts qui, dans des régimes ordinaires, restent implicites. Cette clarification a une valeur scientifique indépendante de toute application. Un aspect souvent négligé dans les discussions publiques est la manière dont ces recherches influencent d'autres domaines. Les outils mathématiques développés pour analyser des métriques exotiques trouvent parfois des applications inattendues. Ils peuvent être utilisés pour étudier des phénomènes astrophysiques extrêmes, des instabilités gravitationnelles ou des comportements non linéaires du vide quantique. Ainsi, même si l'objectif initial reste hors de portée, les retombées théoriques peuvent être substantielles. Il est également important de noter que la communauté scientifique n'est pas monolithique sur ce sujet. Certains chercheurs considèrent que les contraintes combinées sont déjà suffisamment fortes pour conclure à une impossibilité pratique définitive. D'autres estiment que tant qu'une théorie unifiée de la gravitation quantique n'est pas établie, une marge d'incertitude subsiste. Ces désaccords ne portent pas sur les faits établis, mais sur l'interprétation de ce que ces faits permettent d'exclure. Ce pluralisme est sain. Il reflète la nature exploratoire de la recherche fondamentale. Tant qu'un domaine n'a pas atteint un point de saturation empirique, plusieurs interprétations peuvent coexister. La confrontation entre ces interprétations, par le biais de calculs, de critiques et de nouvelles données, est le moteur du progrès. À ce stade, il est utile de revenir sur ce que signifie réellement l'affirmation selon laquelle les scientifiques introduisent une nouvelle manière de voyager. Dans le langage rigoureux de la physique, cela signifie qu'un nouveau cadre de description a été formalisé, dans lequel le déplacement n'est plus uniquement pensé comme un mouvement d'un objet dans un espace fixe. Il est pensé comme une interaction dynamique avec la géométrie elle-même. L'impact de ces recherches se fait sentir également dans la manière dont la physique aborde la notion de limite. Une limite n'est plus seulement un chiffre à ne pas dépasser. Elle est comprise comme la frontière d'un régime de validité. La vitesse de la lumière, dans cette perspective, délimite le domaine des mouvements locaux. Elle ne dicte pas nécessairement la structure de toutes les connexions possibles entre régions éloignées. Cette reformulation ne diminue en rien l'importance de la limite. Elle en précise la portée. Cette précision a des conséquences pédagogiques et conceptuelles importantes. Elle montre que beaucoup de paradoxes apparents naissent d'une application hors contexte de principes valides dans un régime donné. En séparant clairement les niveaux d'analyse, la physique gagne en clarté et en cohérence. Les scénarios de distorsion, même s'ils ne sont jamais réalisés, jouent un rôle clé dans cette clarification. Il est également notable que ces travaux favorisent un dialogue renouvelé entre théorie et observation. Même en l'absence de dispositifs expérimentaux directs, les modèles sont confrontés à des données astrophysiques et cosmologiques de plus en plus précises.
Les contraintes issues des observations de pulsars, de lentilles gravitationnelles ou d'ondes gravitationnelles servent de filtres sévères. Elles éliminent des classes entières de géométrie exotique, renforçant la crédibilité de celles qui subsistent. Ce dialogue impose une discipline particulière à la spéculation. Les hypothèses doivent être formulées de manière à produire des conséquences testables, même indirectes. Cette exigence est parfois perçue comme restrictive, mais elle est en réalité féconde. Elle oblige à relier des idées abstraites à des phénomènes mesurables, et elle révèle souvent des connexions inattendues entre domaines apparemment éloignés. Un exemple de ces connexions est la relation entre distorsion spatiale et thermodynamique. La relativité générale admet une interprétation thermodynamique profonde, où des notions comme l'entropie et la température sont associées à des horizons et à des régions de l'espace-temps. Toute distorsion qui crée des frontières effectives ou des gradients temporels peut avoir des implications thermodynamiques. Ces implications imposent des contraintes supplémentaires, parfois plus strictes que celles issues de la causalité ou de l'énergie. Ainsi, un modèle de trajet raccourci doit non seulement être géométriquement cohérent, mais aussi thermodynamiquement admissible. Il ne peut pas produire de l'ordre à partir du désordre sans compensation. Cette exigence renforce l'idée que les obstacles ne sont pas arbitraires. Ils émergent de la cohérence globale des lois physiques. À ce stade, il devient clair que la valeur principale de ces recherches réside dans leur capacité à révéler des structures profondes. Elles montrent comment des principes apparemment distincts se soutiennent mutuellement. Elles illustrent la manière dont une violation locale apparente est souvent compensée par une contrainte globale plus subtile. Cette interconnexion est l'une des signatures de théories fondamentales bien construites. Il est également instructif de considérer la dimension historique de cette exploration. De nombreuses idées aujourd'hui centrales en physique ont commencé comme des exercices conceptuels. La courbure de l'espace-temps elle-même était, à ses débuts, une abstraction difficile à accepter. Ce n'est qu'après des décennies de travail théorique et d'observation indirecte qu'elle est devenue un pilier de la description du monde. Les distorsions contrôlées de l'espace-temps se trouvent peut-être à un stade analogue, sans garantie de suivre le même chemin. Cette incertitude n'est pas un défaut. Elle est inhérente à la recherche aux frontières. Elle impose une attitude équilibrée, évitant à la fois le rejet prématuré et l'enthousiasme excessif. Elle rappelle que la science progresse par ajustements successifs, non par révélation soudaine. Dans ce cadre, le discours sur des vitesses effectives 10 fois supérieures à celles de la lumière doit être compris comme un jalon, non comme un objectif final. Il fournit une échelle, un point de référence pour comparer des modèles et des contraintes. Il permet de quantifier ce qui est gagné et ce qui est perdu lorsqu'on modifie certaines hypothèses. Il rend le débat plus précis et plus mesurable. À mesure que cette précision augmente, certaines questions deviennent plus nettes. Si l'espace-temps est manipulable, même faiblement, quelles formes de contrôle sont nécessaires? Faut-il un contrôle continu ou des configurations initiales soigneusement préparées suffisent-elles? Les distorsions doivent-elles être maintenues activement ou peuvent-elles être auto-stabilisées? Chacune de ces questions ouvre un sous-domaine de recherche avec ses propres outils et contraintes. Ces sous-domaines ne sont pas isolés. Ils interagissent avec des recherches sur la stabilité non linéaire, la dynamique des champs et la théorie des systèmes complexes. Cette interaction enrichit la physique dans son ensemble. Elle montre que des questions apparemment spéculatives peuvent stimuler des avancées de méthodologiques concrètes. Il est également important de reconnaître les limites de cette stimulation. Tous les problèmes ne sont pas résolubles par des analogies ou des extensions. Certains obstacles pourraient refléter des interdictions fondamentales encore mal comprises. La difficulté consiste à distinguer ces interdictions des simples limitations de nos modèles actuels. Cette distinction ne peut être établie qu'à travers un travail théorique approfondi et une confrontation continue avec les données. Dans cette perspective, la recherche sur les distorsions spatiales joue un rôle de catalyseur. Elle oblige à poser des questions difficiles, à affiner des concepts et à tester la cohérence des théories. Même si elle n'aboutit jamais à une application pratique, elle aura contribué à clarifier la structure des lois physiques. À ce point de la narration, il devient naturel de se demander ce que l'avenir proche réserve à ce domaine. Les progrès viendront-ils principalement de nouvelles observations, de développement théorique ou d'innovations méthodologiques? Probablement d'une combinaison des trois. Les instruments d'observation gagnent en précision, les théories se raffinent et les outils mathématiques deviennent plus puissants. Ce qui est certain, c'est que la question ne disparaîtra pas.
Tant que les lois connues délaissant une marge, même étroite, la curiosité scientifique continuera d'explorer, non par désir de transgresser des limites, mais par volonté de comprendre pourquoi ces limites existent et comment elles s'articulent. Ainsi, l'étude des trajets effectifs plus rapides que la lumière se révèle être moins une quête de vitesse qu'une enquête sur la structure même du réel. Elle interroge ce que signifie être séparé, connecté ou synchronisé dans un univers où l'espace et le temps sont dynamiques. Elle transforme une question spectaculaire en un outil d'analyse rigoureux. Et c'est précisément cette transformation qui en fait un sujet durable. Tant que la physique cherchera à unifier ses descriptions de l'espace, du temps et de l'énergie, des scénarios comme celui-ci resteront pertinents. Ils continueront de servir de point de tension, révélant les forces et les faiblesses de nos théories. Ils rappelleront que les limites fondamentales ne sont pas seulement des bornes, mais des invitations à comprendre plus profondément pourquoi l'univers est tel qu'il est. Ce que cette exploration apporte déjà à la physique dépasse largement la question du déplacement. Elle agit comme un révélateur de concepts implicites que les théories utilisent sans toujours les expliciter. L'un de ces concepts est celui de séparation causale. Dans les régimes ordinaires, la causalité est intuitive. Un événement en précède un autre et l'influence se propage dans un cône bien défini. Mais dès que l'on autorise des géométries non triviales, cette intuition devient insuffisante. Il faut distinguer entre causalité locale, strictement respectée, et connectivité globale, qui peut être réorganisée sans contradiction immédiate. Cette distinction oblige à formaliser avec plus de rigueur ce que signifie influencer un événement. Une influence n'est pas seulement une propagation d'énergie ou d'information, c'est une relation géométrique entre des régions de l'espace-temps. Dans un cadre dynamique, cette relation peut être indirecte, médiée par la structure même du tissu spatio-temporel. En étudiant des scénarios de trajets raccourcis, les physiciens ont été contraints de clarifier ces relations, ce qui a des retombées directes sur d'autres problèmes fondamentaux, comme l'information dans les trous noirs ou la thermodynamique de l'espace-temps. Un autre concept mis à l'épreuve est celui d'isolement des systèmes. La physique classique traite souvent un système comme isolé, soumis à des conditions aux limites simples. Dans un espace-temps dynamique, cet isolement était plus difficile à définir. Une distorsion locale interagit nécessairement avec le reste de l'univers, ne serait-ce que par les champs gravitationnels et quantiques. Cette interaction impose des rétroactions qui peuvent amplifier des effets négligeables ou, au contraire, dissiper rapidement une configuration soigneusement préparée. Cette prise de conscience a conduit à une réévaluation de certaines approximations courantes. Des modèles autrefois jugés prometteurs se sont révélés dépendre fortement d'hypothèses irréalistes concernant l'isolement ou la symétrie parfaite. À l'inverse, d'autres modèles, moins spectaculaires en apparence, se sont montrés plus robustes parce qu'ils intégraient, dès le départ, les imperfections et les interactions inévitables. Ce déplacement d'attention vers la robustesse est caractéristique d'une recherche qui mûrit. La notion d'échelle joue également un rôle central dans cette maturation. Beaucoup de contraintes qui semblent absolues à une échelle donnée deviennent relatives à une autre. Les inégalités quantiques, par exemple, limitent l'intensité et la durée de l'énergie négative localement. Mais ces limites peuvent être reformulées en termes d'intégrale globale, ouvrant la possibilité de configurations distribuées qui respectent les contraintes locales tout en produisant un effet global mesurable. Cette idée de distribution plutôt que de concentration est devenue un thème récurrent. Elle s'inscrit dans une tendance plus large de la physique contemporaine qui reconnaît que les effets collectifs peuvent différer qualitativement des effets locaux. La supraconductivité, la turbulence et les transitions de phase sont des exemples où le comportement global ne se déduit pas trivialement des propriétés microscopiques. En ce sens, l'étude des distorsions spatiales rejoint une intuition familière. Des régimes nouveaux émergent lorsque de nombreux degrés de liberté interagissent de manière coordonnée. Cette intuition est toutefois tempérée par une exigence de cohérence. Un effet collectif ne peut pas violer les principes fondamentaux qui gouvernent ses constituants. Toute proposition doit montrer comment les contraintes locales se traduisent en un comportement global admissible. Ce travail est délicat et il explique pourquoi les modèles crédibles sont rares et fortement contraints. Cette maturité se manifeste aussi par un changement de question. On ne demande plus comment construire un tel dispositif, mais quelle propriété minimale l'espace-temps doit-il posséder pour qu'un tel scénario ne soit pas exclu? Ce glissement est révélateur. Il montre que l'objectif principal est devenu la compréhension, non la réalisation.
Dans cette perspective, l'idée d'une vitesse effective 10 fois supérieure à celle de la lumière sert surtout de repère. Elle fournit une échelle à laquelle les contraintes deviennent clairement visibles. En dessous de cette échelle, certains effets sont trop faibles pour être significatifs. Au-dessus, les contradictions deviennent trop nombreuses. Ce point intermédiaire est donc un terrain d'analyse privilégié. Il est important de souligner que ce repère n'est pas arbitraire. Il est choisi parce qu'il représente un gain suffisamment important pour avoir des conséquences qualitatives, tout en restant dans un régime où les équations peuvent être contrôlées. C'est un compromis méthodologique, non une prédiction. À mesure que cette méthodologie s'impose, elle influence la manière dont d'autres limites fondamentales sont abordées. La vitesse de la lumière n'est pas la seule borne en physique. Il existe des limites liées à l'entropie, à la densité d'information ou à la précision des mesures. L'étude de l'une de ces limites éclaire souvent les autres. Les distorsions spatiales s'inscrivent dans ce réseau de contraintes, et leur analyse contribue à en cartographier la structure. Cette cartographie est l'un des apports les plus durables de la recherche fondamentale. Elle ne se traduit pas toujours par des applications visibles, mais elle structure notre compréhension du monde. Elle délimite ce qui est pensable, ce qui est testable et ce qui est exclu. Elle donne un sens précis à des notions qui, sans cela, resteraient vagues. Dans le cas présent, ce sens précis est crucial. Il permet de distinguer clairement entre science et spéculation libre. Il montre que parler de déplacement plus rapide que la lumière n'est pas nécessairement un abandon de la rigueur, à condition que le cadre conceptuel soit respecté. Il montre aussi que cette rigueur impose des conclusions nuancées, parfois décevantes, mais intellectuellement honnêtes. En fin de compte, la valeur de cette exploration ne se mesure pas à la probabilité d'un voyage interstellaire rapide. Elle se mesure à la qualité des questions qu'elle génère et à la profondeur des réponses qu'elle exige. Elle force la physique à expliciter ses hypothèses, à tester ses limites et à reconnaître ses zones d'ignorance. C'est précisément ce rôle qui explique la persistance de l'intérêt scientifique. Tant que les lois connues ne fournissent pas de réponse définitive, la question reste un outil puissant. Elle continue de stimuler des recherches sur la géométrie, l'énergie, la causalité et la structure du vide. Elle agit comme un fil conducteur reliant des domaines qui, autrement, resteraient séparés. Ainsi, même si aucune technologie ne résulte jamais de ces travaux, leur héritage conceptuel est déjà en formation. Ils contribuent à une vision plus cohérente et plus exigeante de l'univers. Ils rappellent que les limites fondamentales ne sont pas seulement des obstacles, mais des indices sur la structure profonde de la réalité. Et c'est dans cette perspective, plus que dans toute promesse de déplacement, que réside la véritable portée de ce que l'on appelle aujourd'hui une nouvelle manière de voyager. À mesure que cette compréhension s'approfondit, une dernière dimension s'impose progressivement, celle de la responsabilité intellectuelle face aux limites de l'interprétation. Lorsqu'un concept scientifique pénètre l'espace public sous une forme simplifiée, il acquiert une vie propre, parfois détachée de son cadre théorique. L'idée d'un déplacement 10 fois plus rapide que la lumière est particulièrement sensible à ce phénomène, car elle touche à des intuitions profondément ancrées sur la distance, le voyage et la conquête de l'espace. Dans le langage scientifique rigoureux, cette idée n'est jamais formulée comme une promesse. Elle est formulée comme une condition limite, un cas extrême destiné à tester la cohérence des lois connues. Mais une fois traduite hors de ce contexte, elle peut être perçue comme une annonce de rupture imminente. Cette tension entre précision et interprétation est inévitable, mais elle impose une vigilance particulière. Les physiciens qui travaillent sur ces modèles sont généralement très clairs sur ce point. Ils soulignent que toute affirmation doit être comprise comme conditionnelle. Si certaines structures géométriques sont physiquement réalisables, alors certaines conséquences suivraient. Mais ceci est lourd de contraintes. Il englobe des hypothèses sur l'énergie, la stabilité, la causalité et la compatibilité quantique qui ne sont pas encore satisfaites simultanément. Cette prudence n'est pas une réticence à imaginer. Elle est le résultat d'une longue histoire scientifique où des extrapolations hâtives ont souvent conduit à des impasses. La relativité elle-même a montré que l'intuition peut être profondément trompeuse lorsque l'on sort des régimes familiers. Dans ce contexte, la retenue devient une forme de rigueur. Il est néanmoins intéressant d'observer que, même sous cette forme prudente, le concept continue de susciter un intérêt durable. Cela tient au fait qu'il touche à une question universelle, celle de la séparation. Voyager au sens le plus fondamental consiste à réduire une séparation entre deux événements. En reformulant cette réduction en termes géométriques plutôt que mécaniques,
la physique propose une lecture radicalement différente de ce que signifie être loin. Cette lecture a des implications bien au-delà du transport. Elle affecte la manière dont on pense la communication, la synchronisation de systèmes distants et même la notion de simultanéité à grande échelle. Dans un univers où l'espace-temps est dynamique, la séparation n'est pas une donnée brute. Elle est le résultat d'une structure, d'une histoire et d'un état énergétique. Ainsi, même si aucun dispositif de déplacement ne voit jamais le jour, la simple possibilité théorique d'un raccourcissement géométrique force à reconsidérer certaines évidences. Elle rappelle que la distance n'est pas seulement une question de métrique euclidienne, mais une propriété émergente d'un espace-temps courbe et évolutif. Cette reconsidération se reflète déjà dans d'autres domaines. En cosmologie, par exemple, la notion de distance dépend du modèle d'expansion choisi. En physique des particules, la connectivité entre événements est analysée à travers des amplitudes plutôt que des trajectoires de classique. Ces approches convergent vers une vision moins naïve de la séparation spatiale. Dans ce cadre, les scénarios de distorsion spatiale agissent comme des expériences de pensée extrêmement exigeantes. Ils obligent à articuler précisément ce que l'on entend par trajet, durée et influence. Ils révèlent les dépendances cachées entre des concepts que l'on croyait indépendants. Cette révélation est en soi un progrès scientifique. Il est également significatif que ces travaux stimulent un dialogue interdisciplinaire. Les mathématiciens s'intéressent aux propriétés des métriques exotiques et à leurs conditions de stabilité. Les physiciens théoriciens examinent les implications quantiques et thermodynamiques. Les astrophysiciens cherchent des signatures observables. Chacun apporte un éclairage différent, et c'est cette convergence qui permet d'éviter les dérives spéculatives. Cette convergence a aussi un effet modérateur. Elle empêche qu'une idée séduisante se développe en vase clos. Chaque hypothèse est soumise à des contraintes venues de plusieurs directions. Cette pression croisée est caractéristique des domaines où les enjeux sont fondamentaux. Elle ralentit le progrès apparent, mais elle renforce la solidité des conclusions. À ce stade, il est raisonnable d'affirmer que la recherche sur les trajets effectifs plus rapides que la lumière a atteint une forme de maturité conceptuelle. Elle n'est plus dominée par des propositions naïves ou des extrapolations incontrôlées, elle est structurée par un ensemble de critères précis, largement acceptés, qui définissent ce qu'un modèle admissible doit satisfaire. Cette richesse géométrique n'est pas une invention récente. Elle est présente dans les équations depuis leur formulation. Ce qui change, c'est la volonté de les prendre au sérieux jusqu'au bout, y compris dans des régimes qui semblaient autrefois purement théoriques. Cette prise au sérieux est le moteur de nombreux progrès en physique fondamentale. Elle consiste à accepter les conséquences des lois même lorsqu'elles défient l'intuition. À mesure que cette acceptation progresse, certaines idées autrefois marginales deviennent des outils analytiques respectables. Elles ne sont plus invoquées pour leur caractère spectaculaire, mais pour leur capacité à mettre en évidence des tensions internes. Les distorsions spatiales, dans ce rôle, sont devenues un instrument de diagnostic théorique. Elles révèlent où les équations sont robustes et où elles sont fragiles. Ce diagnostic a déjà produit des résultats tangibles. Il a renforcé la compréhension des conditions d'énergie, clarifié les limites de la causalité globale et mis en lumière le rôle central de la stabilité dynamique. Il a aussi montré que certaines intuitions populaires sur le voyage supraluminique sont incompatibles avec toute description cohérente de l'espace-temps. Cette clarification est une contribution scientifique réelle, même en l'absence de dispositifs concrets. Il est donc possible de reformuler l'enjeu de manière plus précise. La question n'est pas de savoir si l'humanité voyagera un jour plus vite que la lumière. La question est de savoir si la structure de l'univers, ça autorise des connexions non triviales entre des régions éloignées et sous quelles conditions. Cette reformulation déplace le débat du futur hypothétique vers le présent scientifique. En ce sens, la recherche a déjà atteint un objectif important. Elle a transformé une question vague en un ensemble de problèmes bien posés. Elle a identifié des critères clairs, des obstacles précis et des marges d'incertitude définies. Elle a montré que certaines limites sont plus profondes qu'on ne le pensait et que d'autres sont plus subtiles. Ce travail de transformation conceptuelle est souvent invisible à l'extérieur, mais il constitue l'essence du progrès en physique fondamentale. Il ne produit pas toujours des résultats immédiatement exploitables, mais il prépare le terrain pour des compréhensions futures. Il construit un langage plus précis, capable de décrire des régimes encore inexplorés. À ce stade, il devient possible de regarder la question initiale avec un recul différent. L'annonce d'une
Nouvelle manière de voyager ne désigne pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Ce processus consiste à réexaminer, affiner et parfois corriger notre compréhension de l'espace-temps. Il ne s'achève pas par une invention, mais par une clarification. Et cette clarification, paradoxalement, est peut-être plus précieuse que toute promesse de déplacement rapide. Elle nous rappelle que les lois de la nature ne sont pas seulement des contraintes, mais des structures riches dont les conséquences ne sont jamais entièrement évidentes. Elle montre que même des limites apparemment définitives peuvent contenir des nuances profondes. Ainsi, tant que la physique cherchera à comprendre la relation entre espace, temps et énergie, des questions comme celle-ci continueront d'être posées, non comme des paris sur l'avenir, mais comme des outils pour sonder la cohérence du réel. Et c'est dans cette exploration patiente, exigeante et souvent inconfortable que se trouve la véritable dynamique de la science. À l'horizon de cette réflexion, une dernière question s'impose, plus silencieuse mais plus fondamentale que toutes les autres. Elle ne concerne ni la faisabilité technique, ni même la cohérence mathématique immédiate, mais la manière dont la physique décide qu'une question a été suffisamment explorée. Dans le cas des trajets effectifs plus rapides que la lumière, cette décision n'a pas encore été prise, et cette absence de clôture est en elle-même significative. Dans l'histoire des sciences, certaines hypothèses ont été définitivement abandonnées parce qu'elles entraient en conflit direct avec des observations répétées. D'autres ont été conservées comme des curiosités mathématiques sans conséquences physiques. Entre ces deux extrêmes existe une catégorie plus rare, celle des idées qui résistent sans jamais se concrétiser et qui continuent d'agir comme des contraintes actives sur la pensée théorique. Les distorsions de l'espace-temps appartiennent aujourd'hui à cette catégorie intermédiaire. Elles ne sont pas des exceptions tolérées par indulgence. Elles sont des solutions exactes, dérivées de principes établis, soumises à des critiques constantes et affinées par des générations successives de chercheurs. Leur persistance indique que les théories actuelles ne fournissent pas encore un critère simple permettant de trancher définitivement. Cette situation révèle quelque chose d'important sur l'état de la physique fondamentale. Certaines de ces limites ne sont pas encore conceptuellement closes. Cela ne signifie pas que tout reste possible. Au contraire, le champ des possibilités s'est considérablement resserré. Les scénarios naïfs ont été éliminés. Les extrapolations incontrôlées ont été corrigées. Ce qui subsiste est un ensemble de configurations très spécifiques, très contraintes, dont la cohérence dépend d'un équilibre délicat entre géométrie, énergie et causalité. Cette survivance n'est pas un échec de la science, mais une indication de sa précision croissante. À ce stade, la recherche ne progresse plus par grandes idées nouvelles, mais par raffinement. Chaque nouvelle analyse ne bouleverse pas le cadre existant, mais en teste les jointures. Elle vérifie si une hypothèse implicite peut être rendue explicite, si une approximation peut être levée, si une contrainte peut être dérivée plutôt que postulée. Ce travail est lent et rarement spectaculaire, mais il est indispensable. Il conduit aussi à une forme particulière d'humilité scientifique. Plus on explore les régimes extrêmes de l'espace-temps, plus il devient évident que nos catégories intuitives sont inadéquates. Des notions comme déplacement, vitesse ou même trajet perdent leur simplicité. Elles deviennent des constructions dépendantes du cadre, de l'observateur et de la géométrie. Cette perte de simplicité n'est pas une régression. Elle est le prix de la précision. Dans ce contexte, l'idée d'un déplacement 10 fois plus rapide que la lumière agit presque comme une provocation méthodologique. Elle force à reformuler chaque étape du raisonnement. Elle oblige à vérifier ce qui est réellement interdit et ce qui ne l'est que par habitude conceptuelle. Elle sépare les lois fondamentales des intuitions héritées de l'expérience quotidienne. En cela, elle joue un rôle analogue à celui qu'ont joué, en leur temps, les paradoxes relativistes ou quantiques. Ce rôle provocateur explique pourquoi le sujet continue d'être revisité malgré l'absence de progrès technologiques concrets. Chaque nouvelle génération de physiciens apporte avec elle de nouveaux outils mathématiques, de nouvelles perspectives conceptuelles et de nouvelles données observationnelles. Ce renouvellement constant empêche la question de se fossiliser. Elle reste vivante non parce qu'elle promet une révolution imminente, mais parce qu'elle continue de tester la cohérence du cadre existant. Il est également notable que cette exploration influence la manière dont la physique communique ses limites. Plutôt que d'énoncer des interdictions absolues, elle apprend à formuler des conditions. Plutôt que de dire impossible, elle dit incompatible avec telles hypothèses. Cette précision du langage est un progrès en soi. Elle reflète une compréhension plus mature des théories comme outils conditionnels et non comme description définitive et close du réel.
Dans cette perspective, la vitesse de la lumière conserve toute sa centralité, mais sa signification devient plus nuancée. Elle n'est pas une barrière arbitraire, mais une propriété structurelle de la propagation locale. Elle définit la manière dont les événements sont reliés dans un voisinage donné. Ce rôle reste intact, même dans les scénarios les plus audacieux. Ce qui est exploré, ce n'est pas son contournement, mais la manière dont elle s'inscrit dans une géométrie globale plus riche. Cette richesse conceptuelle a un coût. Elle exige d'abandonner des intuitions profondément enracinées. Elle impose un langage plus abstrait, des distinctions plus fines et une acceptation des limites de la visualisation classique. Mais c'est précisément ce coût qui garantit la solidité des conclusions. Les idées qui survivent à ce niveau d'exigence sont rares, mais elles sont durables. Il est également important de reconnaître que cette durabilité ne dépend pas d'une validation expérimentale immédiate. De nombreuses structures théoriques ont acquis leur statut non parce qu'elles étaient directement observables, mais parce qu'elles étaient indispensables à la cohérence globale du cadre. La courbure de l'espace-temps, l'existence des ondes gravitationnelles ou la réalité des trous noirs ont toutes suivi ce chemin. Les distorsions contrôlées de l'espace-temps pourraient ne jamais franchir cette étape. Elles pourraient rester des outils conceptuels, utiles mais non réalisés. Mais même dans ce cas, leur contribution est déjà tangible. Elles ont clarifié des concepts, affiné des contraintes et enrichi le dialogue entre différentes branches de la physique. Ce dialogue est peut-être l'héritage le plus important. En cherchant à comprendre si un trajet effectif plus rapide que la lumière est concevable, les physiciens ont été conduits à rapprocher la relativité, la mécanique quantique, la thermodynamique et la théorie de l'information. Ces rapprochements n'étaient pas évidents au départ. Ils sont le fruit d'une interrogation persistante sur un problème apparemment simple. Cette persistance illustre une caractéristique essentielle de la science, sa capacité à transformer des questions spectaculaires en problèmes techniques précis. Une fois cette transformation accomplie, l'aspect spectaculaire s'estompe, mais la valeur scientifique demeure. Le voyage devient un cas d'étude, non un objectif. Dans cette optique, la question initiale peut être reformulée une dernière fois, de manière plus fidèle à l'état actuel des connaissances. Il ne s'agit pas de savoir si l'on peut aller plus vite que la lumière, mais de déterminer quelle forme de connectivité l'espace-temps autorise sans perdre sa cohérence interne. Cette reformulation est moins accrocheuse, mais elle est infiniment plus précise. Elle laisse ouverte la possibilité de découvertes futures, sans en présumer la nature. Elle reconnaît explicitement les limites actuelles, sans les transformer en dogmes. Elle invite à poursuivre l'exploration, non par fascination pour l'extrême, mais par exigence de compréhension. Et c'est peut-être là la conclusion la plus fidèle à l'esprit de la recherche. Les lois de la nature ne sont pas des obstacles à contourner, mais des structures à comprendre. Les limites qu'elles imposent ne sont pas seulement des barrières, mais des indices sur leur organisation profonde. En cherchant à explorer ce qui se passe à la frontière de ces limites, la physique ne promet pas un avenir spectaculaire. Elle construit, pas à pas, une image plus cohérente du réel. Tant que cette construction est inachevée, des questions comme celle-ci continueront d'être posées. Non pour annoncer des ruptures imminentes, mais pour éclairer ce que nous savons déjà et ce que nous ignorons encore. Et c'est dans cet équilibre entre ambition et rigueur que la science trouve sa force la plus durable. À l'issue de ce parcours, ce qui demeure n'est pas une promesse, mais une posture scientifique clairement définie. Elle repose sur une distinction devenue centrale, celle entre ce que les lois autorisent formellement et ce que la nature réalise effectivement. Cette distinction n'est pas nouvelle, mais elle prend ici une acuité particulière, car elle touche à la structure même du cadre dans lequel toutes les autres lois opèrent. Lorsque la relativité générale a été formulée, elle a immédiatement produit des solutions dont les conséquences semblaient extravagantes. Certaines ont trouvé une confirmation observationnelle des décennies plus tard. D'autres sont restées confinées aux marges de la théorie. Le temps a montré que la frontière entre ces deux catégories ne peut pas être tracée a priori. Elle se déplace avec l'amélioration des observations, des méthodes et des concepts. Les distorsions de l'espace-temps s'inscrivent pleinement dans cette dynamique. Ce qui a changé au fil des années, ce n'est pas la nature des équations, mais la manière dont elles sont interrogées. Les premières analyses cherchaient des exceptions spectaculaires. Les plus récentes cherchent des régimes cohérents. Cette évolution reflète une maturation du champ. Elle montre que la question n'est plus de savoir si l'on peut contourner une limite, mais de comprendre pourquoi cette limite prend la forme qu'elle a.
Dans ce cadre, parler d'un trajet effectif 10 fois plus rapide que la lumière n'est pas une affirmation, mais un instrument. C'est une manière de fixer une échelle suffisamment exigeante pour révéler les tensions internes des modèles. À cette échelle, les approximations deviennent visibles. Les hypothèses implicites doivent être explicitées. Les incohérences, si elles existent, ne peuvent plus être dissimulées par des arguments qualitatifs. Ce rôle instrumental explique pourquoi la recherche persiste malgré l'absence de perspectives technologiques. La physique fondamentale n'avance pas uniquement en réponse à des besoins pratiques. Elle avance aussi en testant ses propres fondations. Les scénarios extrêmes sont des outils privilégiés pour ce test, précisément parce qu'ils sollicitent simultanément plusieurs principes fondamentaux. Un élément clé de cette sollicitation est la cohérence globale. Une théorie peut être localement correcte et globalement incohérente. Les distorsions de l'espace-temps mettent ce risque en évidence. Elles montrent que satisfaire les lois localement ne suffit pas. Il faut aussi préserver une structure globale, stable, causale et thermodynamiquement admissible. Cette exigence globale est l'une des contributions conceptuelles les plus importantes de ces recherches. Elle rappelle que l'univers n'est pas un assemblage de régions indépendantes. C'est un système lié où les propriétés locales sont contraintes par la structure d'ensemble. Toute tentative de manipulation, même théorique, doit composer avec cette interconnexion. Cette leçon dépasse largement le cadre du transport. Elle s'applique à de nombreux domaines où l'on cherche à comprendre des effets émergents à grande échelle. Il est également significatif que cette exploration ait renforcé le rôle de la causalité comme principe organisateur. La causalité n'apparaît plus seulement comme une règle à ne pas violer, mais comme une structure à préserver activement. Les modèles crédibles sont ceux qui montrent comment la causalité se maintient malgré des géométries non triviales. Cette approche constructive contraste avec les formulations plus anciennes, qui se contentaient d'identifier des violations potentielles. Ce déplacement vers une causalité constructive est révélateur d'un changement de perspective plus large. La physique contemporaine ne se limite plus à poser des interdictions. Elle cherche à comprendre comment des structures cohérentes émergent malgré des contraintes sévères. Cette orientation est visible dans d'autres domaines, comme la théorie de l'information quantique ou la cosmologie inflationnaire. Elle témoigne d'une vision plus intégrée des lois physiques. À ce stade, il devient possible d'évaluer la portée réelle de l'idée qui a servi de point de départ. Les scientifiques n'ont pas introduit une nouvelle technologie de voyage. Ils ont introduit une nouvelle manière d'interroger le déplacement. Cette manière ne promet pas de raccourcis pratiques, mais elle offre un cadre conceptuel plus riche pour comprendre ce que signifie relier des événements éloignés dans un espace-temps dynamique.